Ils n'ont pas besoin de la notice. Mmh. Ils cliquent sur le bouton et puis automatiquement ils comprennent départ, destination, ils ont un tarif. Ça rend l'aviation d'affaires accessible et ça, pour nous c'est un vecteur de communication qui est génial. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur cette nouvelle émission de Jumpseat. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, en janvier 2023, avait été mis en place un service de transport de médecins entre le CHU de Dijon et l'hôpital de Nevers où il manquait de médecins. Évidemment, c'était facile. On a parlé des Flying Doctors de Dijon. Au départ, c'était assuré avec un PC-12 et aujourd'hui, ce service est assuré avec un bimoteur DA62 qui fait 3-4 passagers. C'est plus du tout le même type d'avion, mais on sent quand même que ça répond à un besoin. Et alors donc, pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Nicolas Marziali. Donc c'est toi aujourd'hui qui transporte les Flying Doctors avec tes bimoteurs DA62. Cofondateur et directeur général de la société. Ouais, tout à fait. La société révolutionnaire, donc une société d'aviation d'affaires. À côté de moi, Arthur Ingles, qui est le fondateur de Move. C'est une plateforme, c'est aussi une start-up mais qui a créé donc une plateforme qui vise à optimiser les vols en aviation d'affaires. Donc, absolument, on a un moteur de réservation. Un moteur de réservation, d'accord. Donc c'est le troisième moteur de révolutionnaire. Cette expérience, qui est plus qu'une expérience, aujourd'hui c'est vraiment un service, puisqu'on est à 1 an et demi que ça tourne toutes les semaines. Tu vas nous expliquer ça en détail. C'est le signe que cette aviation d'affaires répond à un besoin. Et parce que là, on est vraiment dans l'aviation d'affaires pratique, utile, loin de l'aviation d'affaires qui est décriée par une partie de la population. Donc, c'est vraiment pas l'aviation bling là. Non, du tout. Du tout. Alors en fait, c'est ça. Le projet initialement, c'était de faire de l'aviation d'affaires plutôt accessible. Moi, j'ai travaillé comme courtier aérien initialement j'ai fait ça pendant quasiment 4 ans. C'est quoi un courtier aérien ? Alors un courtier aérien, c'est un intermédiaire, comme vous avez en banque, en assurance, dans tous les domaines, qui en fait récupère des demandes et trouve le vecteur adapté à la demande. Et très souvent, on a eu ce retour de « ouais, c'est un peu cher », même sur du Very Light Jet, qu'on peut trouver Phenom 100, Citation Mustang. Ce genre d'aéronefs ont quand même un coût, même s'il est bien moindre que ce qu'on trouve sur... Donc on s'est dit, finalement, il faudrait peut-être adresser l'aviation d'affaires à d'autres personnes et finalement aussi le proposer à des gens qui n'y ont pas accès aujourd'hui. Donc on a pensé une compagnie avec ce module-là qui se veut en effet sans fioriture. C'est purement du transport de A à B, rien de plus. Je dirais sans être péjoratif, sans complexe non plus. Mais exactement, en fait, nous on le revendique, presque aviation d'affaires, c'est un peu pompeux pour nous. Nous, on se qualifie nous-mêmes comme un taxi aérien. Un DA62, ça a plus ou moins l'habitabilité d'une voiture classique. Donc vous montez là-dedans, vous faites votre tour de taxi, il vous dépose à votre point de rendez-vous. Donc c'est comme ça qu'on se définit et c'est ce qu'on propose en fait avec la compagnie. Avant qu'on rentre dans le détail du fonctionnement de la compagnie, qu'on voit comment Move peut également optimiser donc, cette exploitation, parce que c'est ça l'idée. Ce qui sera intéressant, c'est qu'on revienne en arrière, en janvier 2023. Comment est née cette idée de transporter des médecins d'un hôpital à un autre ? Alors nous, on avait vu le marché tomber, ça a été extrêmement médiatisé dans la presse. Et nous, on s'est dit qu'on pouvait certainement proposer notre solution. Donc on l'a fait, sauf que le PC-12 à cette époque-là, donc je crois que c'était en 2022, était déjà tributaire du marché qui était passé de gré à gré. Au bout d'un moment, ils ont été obligés de repasser sur un marché, on va dire, en bonne et due forme, donc avec un appel à candidature. Et donc on a proposé le DA62, sachant que la capacité initiale demandée était pour 8 personnes. On avait proposé 2 DA62. On avait dit, on vous met un DA62 s'il y a moins de 4 passagers. En fait, c'était un peu une offre à tiroir. D'accord. Pour dire, on savait aussi qu'il y avait un taux de remplissage qui n'était pas forcément phénoménal à chaque vol. Donc nous, on s'est dit, on va candidater. Donc finalement, début janvier, on décide de s'y mettre. On a rendu notre copie en février de 2024. Le service avait déjà un an. Il avait déjà un an. Donc tu as pu t'appuyer sur une expérience déjà. Exactement. Tu savais déjà comment ça fonctionnait. Oui. Nous, on n'a rien inventé. Enfin, on s'est juste greffé sur quelque chose qui existait déjà.
La dynamique était globalement bonne, puisqu'en fait, il y avait une réelle satisfaction, je pense, des gens qui allaient à l'hôpital. Donc, Alors, justement, le service, en quoi consiste-t-il? Parce que, donc, c'est pas des vols à la demande, c'est quand même, tout est assez structuré. Alors, exactement, c'est un vol à bon de commande. Donc, les bons de commande sont émis à minima 15 jours avant. Donc on reçoit un bon de commande qui nous dit départ tel jour, telle heure et retour le soir. Aujourd'hui, c'est tous les jeudis. Donc tous les jeudis. Et avant aussi, hein, c'était. Et avant, c'était tous les jeudis. C'était donc, exactement la même. Depuis le début, c'est une fois par semaine. Exactement, une fois par semaine. Et donc à ce moment-là, donc ce sont des médecins du CHU de Dijon qui vont en consultation. Exactement. À Nevers. Tout à fait. Et il faut. Au départ, c'est le maire de Nevers qui a eu cette idée, non? C'est le maire de Nevers qui a impulsé cette idée. En faisant le calcul très simple de dire si chaque médecin prend 20 rendez-vous par jour, si on promène 4, 5, 6, 10 médecins et qu'on évite des allers-retours en VSL ou en véhicule particulier, finalement on a un impact carbone qui est plus faible et ça génère aussi du revenu pour l'hôpital de Nevers, parce que chaque consultation est facturée après par un système avec l'ARS. Donc finalement c'était comment générer du revenu et finalement avoir un impact plutôt positif, et puis demander à des gens malades de faire 2h30 de route, pas forcément approprié, donc finalement de faire venir les médecins, ça paraissait être une bonne idée. Et finalement de dire aux médecins, alors quand on multiplie par le nombre de médecins, dire à des médecins de faire des trajets de 2h30 aller, 2h30 retour, bon, les médecins n'étaient pas enthousiasmés, ça on comprend, c'est une perte de temps. Et là tu parles de trajet par la route. Hein. De trajet par la route, exactement. Mais je crois que le train c'est plus ou moins similaire. Oui, c'est ça, oui, je crois que le train c'est pareil. Sachant que l'avion, lui, c'est... L'avion c'est 40 minutes. 40 minutes, voilà. Donc ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand un médecin va à Nevers, au départ de Dijon, il évite peut-être à une vingtaine de patients de faire l'aller-retour en voiture entre Nevers et Dijon. Donc là aussi, c'était un moyen peut-être de tempérer le débat écologique en disant l'avion permet quand même d'économiser. S'il y a 3 ou 4 médecins dedans, c'est presque 60 ou 80 allers-retours en voiture. Exactement. En fait, c'est vrai que du coup, ça a peut-être choqué au début, mais en fait, c'est un choix qui me semble complètement rationnel. Et le maire, aujourd'hui, arrive pleinement à le justifier. Si on est obligé aujourd'hui de faire voyager des médecins, alors en voiture, en train ou en avion, c'est qu'il y a un problème quelque part. Clairement. Pendant un an, ça a été fait avec un avion d'affaires assez confortable, assez spacieux, hein, mais qui n'était jamais rempli, ou rarement. Qui a été des informations qu'on a eues, en tout cas, très remplies initialement. Et finalement, après la fièvre médiatique qu'il y a eu autour de tout ça, qui a commencé à se vider un petit peu, parce que la réalité, c'est que les médecins n'ont pas tous précisément les mêmes disponibilités, les mêmes jours, aux mêmes horaires. Donc finalement, l'avion a commencé à se vider un petit peu. Des informations qu'on avait, il y avait entre 2 et 4 passagers par vol, parfois 5. Donc nous, c'est pour ça qu'on s'est dit, notre avion semble plus adapté à ce besoin. Et avec aussi peu de passagers, 3, 4, 5, voire 5, personne n'a décidé d'arrêter le service en disant, non, on laisse tomber. Alors, je sais pas, nous on avait consulté moi j'avais pris la tâche avec le groupement hospitalier en amont de la publication de l'appel d'offres. Et je sais que la réponse que j'avais eue était nous étudions la reconductibilité de ce service ou non. Donc il n'y avait rien d'acté initialement. Finalement, ils ont republié l'appel d'offres, donc j'imagine qu'ils ont jugé intéressant de le maintenir. Alors, au niveau des tarifs, l'avion donc est moins puissant et une capacité plus réduite par rapport au PC-12. Donc, forcément, il est moins cher à l'heure de vol. Exactement. C'est quoi le rapport à peu près? Le ratio, là, c'est 3 fois moins cher à peu près. Donc là, c'est 3 fois moins cher que le PC-12 dont les chiffres ont été publiés dans divers médias. Mais finalement, avec en plus... C'est-à-dire que par passager, c'est plus que ça, puisque finalement, on a un taux de remplissage aujourd'hui qui est de quasiment 100%. On a systématiquement 3 ou 4 passagers aujourd'hui. Parce que, donc, il y a combien de places dans la cabine? Alors nous, on n'exploite que des aéronefs configurés en 5 sièges, donc 4 passagers.
D'accord. Toujours. Donc ça veut dire que tu as un passager qui peut s'asseoir devant, à côté, et puis derrière tu as une banquette pour 3 passagers. Exactement. Mais il y a, dans du moins le DA 62, il y a aussi une option avec la troisième rangée pour des enfants là. Alors pour des enfants oui et non, mais en fait elle pose aussi un autre problème en termes d'exploitation commerciale, c'est la question des évacuations de secours. D'accord. C'est comment on sort de l'avion si le passager juste devant est dans les vapes. Comment on fait pour sortir vu qu'il n'y a pas de porte d'accès direct. Ouais. Donc finalement elles sont condamnées, donc autant en faire des soutes à bagages. Ouais. Donc du coup c'est maximum 4 passagers. Et vous le remplissez? Alors sur cette ligne-là, on le remplit, j'ai envie de dire, là en ce moment, les 4 derniers vols c'était rempli, 4. Donc oui, non, c'est globalement rempli. Vous refusez des passagers? On refuse jamais de passagers. Je dirais que l'accord qu'on a avec le groupement hospitalier, du coup qui sort de notre proposition, c'est de dire, nous on vous facture à l'avion. Vous prenez un avion, vous le remplissez comme vous voulez, par contre au-dessus de 4, c'est un deuxième avion. Donc si demain ils nous demandent 5, 6, 7, 8 passagers, on leur facture 2 machines, comme c'était prévu dans notre proposition. Tu as repris quand la ligne? La ligne, alors nous on a été attributaire le 26 mars de cette année, et on l'a reprise, je crois que c'était le premier vol devait être le 2 avril. D'accord. Et donc depuis le 2 avril, est-ce que c'est arrivé que vous mettiez un deuxième avion? Alors c'est arrivé en fait il me semble sur le premier vol. En fait, sur le deuxième, il y a une fois on a eu besoin d'aligner 2 avions, et sinon après c'est tout le temps un avion, et ils se débrouillent par contre pour avoir le taux de remplissage le plus important possible. Et est-ce que donc ça veut dire que c'est une contrainte pour les passagers et les médecins, parce qu'ils sont obligés de partir tous le jeudi, de prendre tous leur Exactement. Donc il n'y a pas eu des fois des besoins à d'autres moments ou, alors si justement c'était l'annonce qui a été faite par le maire de Nevers, enfin monsieur le maire de Nevers il y a quelques temps, il y a 1 mois et demi, 2 mois, finalement pour annoncer déjà l'arrivée de révolutionnaires sur ce marché. Et l'idée c'était de multiplier la fréquence, donc d'arriver sur 3 vols semaine, de façon à permettre un roulement de médecins et d'assurer soit des permanences dans le centre hospitalier, soit permettre à des gens finalement de faire carrément la semaine. Donc il y a déjà des professionnels, je dirais, qui ont fini leur cursus, qui sont chirurgiens ou autres. Et l'idée c'était aussi d'amener des internes qui, eux, feraient leur semaine auprès de plusieurs professeurs et reviendraient en fin de semaine. D'accord. Donc on passerait peut-être à 3 vols semaine. Et qu'est-ce qui bloque Je pense qu'il y a des histoires de budget, j'imagine. Oui. Classique. Ouais. Parce que qui est-ce qui finance Alors, qui est-ce qui finance? Alors, pour moi, c'est financé. Aujourd'hui, notre seul et unique client, c'est le groupement hospitalier de la Nièvre. D'accord. Donc c'est... Bon, par contre, leur balance... net, on va dire, entre le nombre de consultations et d'opérations qu'ils font grâce aux Flying Doctors et le coût des Flying Doctors, la balance est positive. Par contre, je suis pas sûr que ce soit... Enfin, il n'y a pas de phénomène de scalabilité, il n'y a pas de... S'ils amènent 50 avions semaine, je suis pas sûr qu'en face, ils arrivent quand même à facturer autant de prestations pour l'acheminement des médecins. Donc je pense qu'ils sont en train de regarder l'équilibre budgétaire et savoir si c'est 2 avions, 3 avions... Parce que là, donc, Franck Mehdi, à coût égal, vaut sans doute mieux 3 rotations de DA62 par semaine qu'une seule de PC12. Ah bah c'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce qu'à 3 rotations semaine de DA62, vous avez des médecins qui peuvent être un peu plus longtemps sur le terrain. Vous avez transporté, donc du coup 3 x 4, 12 passagers. Alors qu'en PC12, vous avez fait une rotation à 8 passagers. Donc c'est sûrement un peu plus intéressant DA62. Oui. Alors, je me souviens en janvier 2023, quand tout ça a démarré, le maire de Nevers, on le voyait sur toutes les chaînes de télévision, et il expliquait, entre autres, l'intérim lui coûtait, je crois, plus d'1 million par an. Ah oui, c'est probable, l'intérim coûte excessivement cher. Donc, payer des médecins pour venir, et donc il mettait ça dans la balance. Clairement. Clairement, en fait, c'est alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais le directeur du groupement hospitalier s'était exprimé justement sur l'effet ultra positif sur le plan financier d'avoir mis en place les Flying Doctors. Donc en effet, de toute façon on le voit, c'est le problème tous les étés aussi. Quand l'été on manque de médecins, on prend des intérims qui coûtent littéralement une fortune par jour. Ouais. C'est vrai que pouvoir avoir cette flexibilité de déplacer des médecins
entre différents hôpitaux, ça fait sens. Je suppose qu'une partie de ces médecins ont découvert avec vous, alors quand je dis vous, c'est toi aujourd'hui, mais c'était aussi Fly 7 l'année dernière, ont découvert l'aviation d'affaires. Là, on est dans des avions à hélice, donc déjà on sait que les passagers, même quand ils montent dans un ATR, des fois ils ont l'impression de faire un saut dans le passé, alors que l'ATR est quand même un avion... il peut être un avion moderne et fiable. Mais là, quand en plus l'avion est petit, qu'il faut marcher sur l'aile pour entrer dans le cockpit, certains n'ont pas fait demi-tour. Non, ils n'ont pas fait demi-tour, mais c'est vrai que, par contre, on pourra en parler sur d'autres passagers où en effet, il y a un peu un effet... il y a le marchepied, faut espérer que la personne... Donc ça, c'est pas l'effet waouh. C'est pas l'effet waouh, c'est pas le bon effet en tout cas. Wow. Mais par contre, au niveau des médecins, ça a été plutôt bien accueilli. Mais par contre, non, ce qu'ils ont assez apprécié finalement, c'est le côté voir l'avion, parce que ça aussi, il y a un côté proximité qu'on n'a pas forcément dans des grosses machines. Et en nous, alors moi, des retours pilotes que j'ai, surtout au début, c'est les médecins sont assez intéressés pour savoir à quoi servent les écrans, les pinules, et vous enlevez le manche devant à droite, quoi. Alors, il est démontable. On ne le démonte pas. On a un briefing spécifique pour le passager qui est en place avant, qui est de dire touche à rien. Mais globalement, c'est ça le briefing. D'accord. Mais oui, non. Donc finalement, en fait, il y a un peu de stupéfaction de se dire, c'est quoi cet avion ? Parce que c'est vrai qu'il est petit. Et un peu d'attrait aussi de se dire, finalement, c'est assez sympa. On peut écouter la radio parce qu'on peut aussi partager le son de la radio. Donc ouais, les gens y portent un peu d'intérêt quand même. D'accord. Donc comment ça se passe les médecins réservent une place et puis donc tu disais vous avez 2 semaines à l'avance le bon de commande, c'est ça ? Tout à fait. La réservation. Donc les médecins ont réservé leur place. Ils se pointent à l'aéroport de Dijon le jeudi matin. Exactement. À quelle heure Alors en fait, ils arrivent aux alentours de 8h du matin. Ouais. Donc là, il y a tout le temps un briefing, une pesée passager pour être sûr que tout soit conforme. Petit briefing, le temps du roulage, et globalement, ils arrivent sur place à entre 8h45 et 8h50. D'accord, ouais. Donc après, ils ont une petite navette qui les attend à l'arrivée et qui les déplace directement sur leur lieu de travail. Au niveau de la réservation, par contre, c'est-à-dire que il y a 2 étapes. Il y a l'étape bon de commande. Donc là, c'est le groupement hospitalier qui nous signifie avoir besoin d'un avion pour transporter des médecins à telle date, telle date et telle date. Par contre, sur la GENDEC, donc la partie liste passager, ça, on est notifié généralement le mercredi juste avant, vers 15h. Donc c'est à ce moment-là que nous, on sait si c'est 4 hommes. Alors, ça paraît pas important, mais ça peut changer quand même quelques... Voilà. Parce que bon, sur un voyage aussi court que ça, tu n'es pas obligé de faire le plein, remplir les réservoirs. Non, on fait clairement pas le plein. Donc on a une charge offerte relativement importante. C'est pas super limitant. Mais bon, par contre, ça peut avoir un impact typiquement sur... alors on a 2 avions, mais qui sont 2 avions très différents. Même si ce sont des DA62, il y en a un qui a la clim et c'est 50 kg une clim. Donc 50 kg de charge offerte en moins sur ce type d'aéronef, c'est quasi un passager, d'accord, globalement. Donc ça peut être un peu impactant, mais globalement, aujourd'hui, on n'a jamais eu de problème. Mais donc du coup, c'est tout le temps en 2 temps. Et qu'est-ce qui va pouvoir faire qu'à un moment, vous allez passer régulièrement sur un 2e avion ? En disant, bon voilà, il y a le vol du jeudi, et puis à la demande, il peut y avoir un vol n'importe quand. Là-dessus, moi, honnêtement, j'ai pas la clé, j'ai envie de dire, j'attends l'avis du donneur d'ordre. Après, nous, on est fan de l'idée de multiplier les rotations, parce que je trouve que ça fait sens en termes de flexibilité. Nous, on n'a pas de levier là-dessus. Après, nous, dès qu'ils nous diront, même à titre d'essai, on veut essayer 2 rotations semaine, on répondra présent, évidemment. Parce que donc, effectivement, si on calcule de façon rationnelle, tu augmentes le nombre de rotations, donc tu évites dans le même temps des allers-retours en véhicule sanitaire, donc tu évites des factures à des ambulances qui vont se faire 5 heures aller-retour dans la journée. Mais le problème de l'administration hospitalière, mais comme toute administration, c'est que c'est des comptes différents, on met pas forcément dans la balance tous les paramètres. Ça, c'est une réalité. Et par contre, moi, honnêtement, je n'ai pas les chiffres, mais je sais que monsieur le maire de Nevers, en fait, avait crié le manque de soutien de certaines administrations autour de sa démarche. Il disait, nous, on va demander finalement des fonds à l'ARS, on va demander des fonds. Parce qu'en fait,
Oui, c'est chaque entité se débrouille un peu seule, elle est un peu isolée. Et aujourd'hui, le groupement hospitalier en fait fait ses comptes, regarde ce qui sort de sa poche et ce qui rentre dans sa poche, mais est incapable de s'appuyer sur d'autres organismes qui eux sont payeurs aussi. Et alors donc, Révolutionnaire, c'est donc une petite compagnie d'aviation d'affaires, toi tu dis de taxi aérien, qui est relativement jeune. Tu as lancé ça il y a combien de temps? Alors c'est jeune, oui. Alors l'idée de base, l'idée de monter une compagnie déjà, elle est née en 2019, date à laquelle on a créé la société. Et puis bon, on a étudié tout un tas de modules, tous très différents. Et finalement, on est resté sur le DA62 parce que ce qui nous a plu finalement, c'était un peu les coûts d'exploitation. Oui, parce que là, on n'est pas du tout dans la même catégorie. Exactement. Et on s'est dit, mais finalement, en fait, ce qu'il nous faut, c'est un maillage avec ce type d'aéronef. Donc, alors là, la constitution du dossier, ça prend un petit peu de temps quand même, c'est un peu de travail. Globalement, un an et demi d'échanges avec l'autorité. En l'occurrence, la Direction Générale de l'Aviation Civile et l'EASA. Des SAC Sud-Est, pour nous. Oui, d'accord. Voilà. L'administration de proximité. Exactement. Qui finalement nous a bien accueillis, en fait. Même s'ils étaient un peu stupéfaits, parce que vous arrivez avec un modèle qui est de transporter des passagers sur bimoteur piston en monopilote. Tu coches toutes les cases. Voilà. Non mais c'est ça commençait pas super bien. Vous êtes les seuls quasiment à exploiter en monopilote avec Alpine, non? Alpine, c'est Alpine Airlines. Sur TP600. Ouais, TP600 et P68. Donc du coup, l'aspect monopilote, donc ça les a un peu freinés. Finalement, on a réussi à se montrer crédible. Et donc, on a eu le certificat de transporteur aérien le 20 avril 2022. Donc, ça fait 2 ans, 2 ans et quelques. Après, une fois qu'on s'est engagé dans une voie, j'ai envie de dire, c'est pas que c'est plus le moment de réfléchir, hein, mais c'est que on a choisi un module. On y croit, de toute façon, on voit pas d'alternative à ce module crédible aujourd'hui sur le marché. Donc, on se dit, maintenant, il faut vendre cet avion. Un product market fit, comme on dit. Exactement. Et c'est super compliqué parce qu'en fait, là, vous faites plus de l'aviation d'affaires. Aux yeux des gens, vous faites autre chose. C'est un nouveau service qui est soit pas connu parce que les gens n'ont jamais eu accès à l'aviation d'affaires. Ils disent, mais c'est pas pour moi parce que je suis chef d'une PME, mais j'ai 40 employés. Je suis pas au CAC 40, donc pas d'aviation d'affaires pour moi. Et il y a ceux qui se promènent habituellement sur Legacy 600, Falcon ou autre, mais qui ne regardent pas parce que légitimement, ça n'a rien à voir en termes de service. Donc voilà, du coup, trouver le positionnement et finalement trouver les clients. Donc là, on arrive progressivement à se faire connaître, mais ça reste assez confidentiel en fait. Alors, Monsieur Chauve-souris, une question. Pourquoi on appelle ça quand même aviation d'affaires? C'est moi qui rajoute le quand même. C'est une très bonne question. J'imagine que c'est la destination du transport qui était pour le milieu des affaires, mais la réalité, alors... Je sais que je ne vais pas me faire que des amis dans le milieu de l'aviation d'affaires, finalement, puisque aujourd'hui tout le monde soutient que l'aviation d'affaires n'est destinée quasiment exclusivement qu'aux affaires, au milieu de l'entreprise. Le constat que je fais est un peu différent. Alors c'est peut-être lié à notre aviation aussi. C'est peut-être plutôt 60% affaires et le reste loisirs, déplacements. C'est vrai que la sémantique américaine, elle est plus parlante, parce qu'ils parlent de corporate aviation. Ouais. Et donc c'est plus parlant. Exactement. Enfin, comme tu le dis, en Europe, on voit une forte cyclicité sur l'été, donc qui montre que l'aspect loisir est quand même prépondérant par rapport aux États-Unis, où c'est quand même l'aviation d'affaires est plus lissée sur les 12 mois de l'année. Alors ça fait partie des choses, des réalités avec lesquelles l'aviation d'affaires a quand même du mal, hein, parce que son discours, c'est de dire l'aviation d'affaires, ça permet de gagner du temps aux hommes d'affaires. Et c'est vrai qu'ils ont du mal à admettre qu'il y a aussi une partie des passagers qui sont des gens qui voyagent pour leurs besoins privés. Bien sûr. Il suffit de regarder de toute façon les lignes les plus utilisées dans tous les rapports mensuels de l'EBA qui sont disponibles gratuitement. En fait, il y a tout le temps un pic relativement important pendant 3 mois de l'année, en saison estivale, et sur des destinations qui sont autres que Londres, Madrid. Et donc, il y a une réalité de l'aviation d'affaires qu'on appelle l'aviation d'affaires. Du coup, la question est bonne, parce que je ne sais pas pourquoi on continue à appeler ça aviation d'affaires. Mais la réalité, c'est que l'aviation d'affaires s'adresse autant aux hommes d'affaires que finalement aux gens qui veulent juste partir en vacances. Bien sûr. C'est les mêmes avions, c'est le même système, c'est la même, même type d'opération. Bon, voilà. Bon. Donc justement, qui sont tes clients? Les clients aujourd'hui, donc nous on a une base de clients qui est essentiellement les courtiers aériens, donc j'en ai parlé un petit peu. D'accord. Mais les courtiers aériens, donc le courtier aérien, c'est celui qui est entre le client et la compagnie. L'agence de voyage. Voilà, en gros c'est ça. Et alors le gros avantage du courtier aérien, c'est que finalement lui il a déjà
un pool de clients. Donc en termes de coût d'acquisition client, en fait, il suffit de taper à une porte et on a directement accès à un fichier de 500 personnes dont on sait qu'ils sont globalement tous utilisateurs d'aviation d'affaires. Il suffit juste de trouver ceux qui peuvent être intéressés par notre module. Donc, et ça, c'est le courtier qui le fait. Donc en fait, ça nous fait gagner du temps, ça évite d'avoir un service développement commercial exorbitant. Donc le courtier, en fait, a une réelle plus-value aussi en termes de choix d'aéronef, puisque généralement, il conseille son client. Il peut avoir un client qui fait Zurich-Marrakech un jour. Donc là, évidemment, c'est pas le DA62 qu'il faut prendre, mais qui va vouloir faire Marseille-Calvi le lendemain ou le surlendemain. Et ça, là, je dirais qu'il y a une vraie plus-value broker. Donc c'est essentiellement, nos clients sont essentiellement les courtiers, c'est 90% du chiffre à peu près. Et aujourd'hui, on commence à avoir de la clientèle un peu en direct, alors qui n'avaient jamais eu accès à l'aviation d'affaires. C'est pas des clients qu'on détache du courtier aérien qui viennent chez nous, c'est de nouveaux clients qui ne pensaient pas avoir accès, qui finalement, sur un réseau social, font une demande, notamment maintenant sur Move aussi, on pourra en reparler, qui nous sollicitent et qui finalement adhèrent au projet. Alors oui, donc Move, c'est le courtier digital. Je sais pas, c'est 2.0, non? Courtier 2.0, c'est quoi? Donc nous, on a un moteur de réservation, donc on est une startup tech. On a 2 ans d'activité maintenant, et pour donner un ordre de grandeur, c'est 60 vols par semaine et 8000 passagers par an. D'accord. Ouais. Donc on fournit notre technologie de réservation à des compagnies aériennes qui souhaitent se développer et simplifier le parcours de réservation de leurs clients. Et on a aussi une place de marché où n'importe quelle entreprise peut aller réserver un vol sur un avion directement auprès de la compagnie aérienne. Et donc, du coup, le but pour nous, c'est de digitaliser ce parcours et que la technologie puisse rendre le pairage entre le besoin d'un déplacement professionnel et une compagnie aérienne beaucoup plus simple. Et ensuite, rendre plus accessible au sens aussi, pouvoir réserver un vol sans avoir à appeler quelqu'un ou avoir un parcours complexe, de faire ça quasiment en temps réel. Ça, c'est le but de Move. Donc tes clients, ce sont à la fois donc, des particuliers, des entreprises ou des particuliers, oui, et puis de l'autre côté, des compagnies. Absolument. Aujourd'hui, donc tu dis une 60aine de vols par semaine. C'est quel type de vol Alors quand je dis type de vol, c'est de partie privée ou affaires, mais c'est également distance, tu vois. Alors nous, c'est majoritairement du vol européen. Oui. La majorité de nos vols sont donc faits par des flight departments, donc des compagnies aériennes d'entreprise, notamment du CAC 40, qui ont besoin d'agréger les besoins sur leur flotte de jets ou turboprops. Parce que ces entreprises du CAC 40 ont en général à la fois leurs propres avions ou leurs habitudes. Absolument. Et donc, ils ont des vrais enjeux. Certains ont des sites industriels perdus au fin fond de l'Europe. Et nous, on leur permet de simplifier tout le process et surtout d'optimiser le vol derrière dans sa gestion et pour trouver des professionnels, enfin des exécutifs dans l'entreprise pour se déplacer et remplir les sièges vides. Parce que ça, c'est un des gros levier de la réduction des émissions au siège de l'aviation d'affaires. Oui, parce qu'on dit que les avions d'affaires volent souvent à vide. C'est quoi la proportion? Je crois que c'est 2,5-3 passagers par vol en moyenne. Voilà. Et la capacité moyenne d'un avion d'affaires, ça va être 8 places. Ouais. Donc ça, c'est quand il y a des passagers à bord, mais souvent, il n'y a pas de passagers. Alors oui, comme tout modèle de taxi, votre taxi parisien ou lyonnais a la même problématique, c'est qu'entre 2 clients, il va voyager à vide, donc ce qu'on appelle un vol de repositionnement ou un empty leg dans le milieu. Et ça, c'est quasiment 40% des vols de l'aviation d'affaires, en tout cas professionnels, qui se font à vide. Et donc 40% des vols à vide. Et là, est-ce que... Toi, tu peux arriver à remplir alors pas les 40%, parce que ça ce serait le paradis, mais est-ce que là, il y a une marge de progression? Absolument, c'est-à-dire que nous, on voit que l'aviation, et je pense Nicolas en parlait, l'enjeu, c'est de pouvoir mieux la distribuer auprès d'une base de marché un peu plus large, parce que il y a à peu près 90% des entreprises qui ont les moyens financiers de se déplacer et pour lesquelles ce type d'avion, un DS62, peut être pertinent, et qui ne le font pas parce qu'ils n'ont pas connaissance de cette aviation à la demande. Et donc nous, notre but, c'est de les adresser avec des nouveaux canaux de distribution. Et par exemple, vous pouvez réserver un DS62 de Revolutionnaire directement sur le site internet de l'aéroport de Dijon.
Oui, mais là, ça veut dire que le client qui a un besoin à satisfaire a déjà fait un sacré pas vers l'aviation d'affaires parce qu'il sait comment est organisée l'aviation d'affaires. La difficulté, alors pour beaucoup de compagnies, c'est déjà de se faire connaître. C'est de faire connaître aussi les possibilités qui sont offertes. Et alors j'imagine pour une plateforme comme toi, c'est encore plus difficile de se faire connaître. Nous, on s'appuie sur nos partenaires. Donc, on a signé notre 25e aéroport, notre premier international à Cuneo. Donc, le but, c'est de pouvoir rendre un avion taxi réservable depuis n'importe quel aéroport en France et en Europe. Quel est le rôle qu'est-ce que vous apporte l'aéroport ? Une visibilité, et comme peut l'être le site internet d'un opérateur. Ils ont plein de canaux de communication, que ce soit sur les médias sociaux, Twitch, on peut l'imaginer aussi. Et le but, c'est qu'en rentrant 2 adresses dans notre comparateur, de pouvoir valoriser l'intérêt de voler sur une machine, sur de l'aviation à la demande, ou du vol à vide, parce que on permet de les afficher dynamiquement sur le site internet des compagnies aériennes. Ça veut dire quoi, afficher dynamiquement ? C'est-à-dire que vous pouvez faire l'exemple, les auditeurs, c'est que vous allez directement sur le site de Revolutionaire et vous allez sur la page Empty Leg et vous avez tous les vols à vide disponibles. D'accord. Et vous pouvez faire une recherche Lyon-Dijon ou Lyon-Annecy et vous aurez soit un vol à vide existant, soit un déroutement d'un vol à vide. Et donc nous, notre but, c'est avec de la technologie, d'améliorer ce pérage pour augmenter, pour réduire ces vols qui sont une ineptie économique, on va dire. Parce que toi, tu n'as pas la capacité de le faire, ça. Donc déjà, sur le plan technique, c'est assez complexe. En fait, communiquer des vols à vide, j'ai envie de dire, un vol à vide, c'est presque une exception qu'on essaie de vendre. On essaie de vendre une exception qui va être un vol. Donc pour trouver le client que ça satisfait, il faut l'adresser à un maximum de personnes. Aujourd'hui, déjà Révolutionnaire est globalement une compagnie relativement confidentielle, donc peu connue, peu de gens nous cherchent, on ne sait pas comment faire passer les messages d'Empty Leg, puis c'est pas très sexy, c'est-à-dire que vous envoyez un message, vous dites là j'ai une liste de mes 40 Empty Leg, j'ai du Marseille-Ibiza avec des dates, c'est pas pertinent, je dirais, pour les gens qui veulent voyager. L'avantage de Move, c'est que Move permet en fait de mettre le client en fait de laisser le client ou du moins le passager, le futur passager dans sa zone de confort, c'est-à-dire qu'on revient dans une architecture de réservation classique comme là, c'est ça. Et là ça va automatiquement sélectionner les Empty Leg s'il y en a de disponibles. Donc c'est assez pertinent. Juste pour expliquer, on voit tous les vols à vide de Révolutionnaire qui sont disponibles à une date. Et donc vous pouvez directement cliquer sur un vol et cliquer sur rechercher. Alors vous avez les tarifs aussi du coup. Et vous avez même les tarifs. Alors c'est les tarifs pour l'avion, hein, c'est pas par passager. Absolument. Mais alors ça, c'est Révolutionnaire qui a développé ça ou c'est Move ? Alors c'est Move. C'est la technologie, en fait, on l'offre en SaaS. Donc D'accord. c'est le terme sanctifié de la start-up. Et donc on va intégrer ça sur le site des compagnies aériennes et vous pouvez réserver en temps réel le vol. Ça marche, après c'est toujours le même problème, c'est que tant qu'on ne génère pas de trafic sur le site, ça ne marche pas. Cela étant, on commence nous à avoir un peu de demande par Move. Et surtout, le côté très attractif, c'est pas tant la recherche en direct d'un vol. Pour l'instant, c'est les Empty Leg. Parce que les Empty Leg, nous, on commence à savoir les communiquer dessus à travers des réseaux sociaux. Notamment, puis c'est vrai que des gens qui voient finalement un vol pour aller à Ibiza à 300-400 euros. C'est ce que je viens de voir, Martin. Voilà. Le Bourget-Dijon. Voilà, le Bourget-Dijon à 300 euros. Exactement. Et 4 sièges. Effectivement, c'est imbattable. Je veux dire, je pense qu'on fait mieux que le train là. Ah bah oui, ça c'est sûr. Et toute la difficulté, c'est effectivement pour vous, c'est de faire savoir ça. Parce que c'est vrai que c'est quand même, il y a sûrement des gens qui ça peut intéresser ça. Il y a forcément des gens que ça peut intéresser. Sans parler dans un premier temps, il peut y avoir des opportunistes qui se disent tiens, je voudrais essayer. Mais exactement. Et en fait, vu que le Move permet en fait d'aller sélectionner des dates relativement tard dans le temps, enfin je crois qu'il n'y a pas trop de limites en fait. Et ça permet même sur un coup de tête de dire tiens, dans 3 semaines, un mois, on fait un voyage, on part en Sicile une semaine. Et tu peux même créer tes notifications
pour être alerté d'un vol pour telle destination. Ça c'est top. Ça c'est top, ça. Oui. C'est indispensable. C'est comme ça que ça fonctionne effectivement. Ouais. Et donc c'est comme les 70 vols par semaine, c'est ça? Voilà, c'est comme ça. C'est 70 vols qui se. C'est pas des vols à vide. 95% sont des vols d'affrètement. Pour l'instant, c'est encore très très marginal alors. Comme le disait Nicolas, l'enjeu c'est d'avoir une base adressée qui soit la plus large possible. Donc là, on fait monter à bord un grand nombre de compagnies aériennes. La semaine dernière, on a signé une compagnie qui s'appelle Éclair Aviation en République tchèque, à Prague. Et donc, on essaye d'apporter une masse critique pour que de plus en plus de personnes s'intéressent à ce type de déplacement un peu particulier que sont les vols à vide. Parce qu'ils ont des contraintes qui sont que l'avion va partir à telle heure et avec des risques d'annulation aussi parfois. C'est des choses à prendre en compte. Oui, c'est simple, parce qu'on sait que l'aviation d'affaires met en avant sa souplesse. Donc la souplesse, ça veut dire je peux changer d'avis au dernier moment, j'en ai plus besoin, ou au contraire, au lieu d'aller là, je vais aller là. Donc ça veut dire aussi qu'en face, celui qui aura réservé un vol à vide, il risque de se retrouver le bec dans l'eau, comme on dit à Ternay. Non mais clairement c'est le risque. Alors après, sur des cas d'annulation de vol réservés en dernière minute, c'est marginal. C'est vraiment, c'est-à-dire que si j'en ai vu un sur pas loin de 1300 heures de vol, c'est à peu près le bout du monde. Par contre non, la réalité c'est que quand vous réservez un empty leg, c'est pas vous qui êtes maître du temps. Le maître du temps, c'est celui qui a payé le prix fort et qui a réservé son... Et ça, il faut que les clients en aient conscience. Exactement. Donc nous, je pense qu'on sait communiquer, et je pense qu'on saura le faire encore mieux à l'avenir, c'est de dire que par contre les heures de présentation sont non négociables. En fait, le vecteur, c'est l'aviation d'affaires, le vecteur, c'est un avion privé, mais par contre, on est dans un contexte quasi aviation de ligne. C'est une présentation en avance. J'ai encore Monsieur Chauve-souris, je monte avec 2 médecins qui vont à Ibiza. Il y a de l'ironie là-dedans. Alors oui, il y en a. Il y a un peu d'ironie. Et il y a du partage, mais par contre, la question est pas mal finalement, parce qu'en fait, il y a du partage possible. Et par contre, je vais te laisser développer la partie partage. Il y a ça aussi. Mais il y a ça. Alors, je pense que c'est un sujet qui est intéressant. Après, c'est extrêmement dur d'agréger les besoins, notamment vers une destination précise. Donc, c'est pour ça que l'affrètement, c'est souvent la solution. Néanmoins, nous, on y travaille pour que on puisse optimiser ces vols qui soient un peu prévus dans le temps et que les personnes puissent monter à bord et partager le coût du vol. Mais alors ça aussi, c'est révolutionnaire, ça, parce que l'aviation d'affaires, là, tu bouscules un peu ses habitudes. J'ai l'impression qu'on se remet beaucoup en cause, alors que quand même, la majorité, même sur du Falcon, vous avez des opérateurs qui opèrent de manière très professionnelle et qui ont une habitude de partager leur avion. Et si moi j'ai un message à porter, c'est que tous les PDG qui ont un jet, d'abord ils le partagent dans leur entreprise, et ça fait déjà un grand pas dans la productivité de la boîte et sur leur impact CO2 par siège. Donc ça, je pense, c'est une première chose à faire, et ça, on a les outils adaptés pour. Et le deuxième, c'est de trouver des avions adaptés à chaque déplacement. Je pense que même pour aller à Ibiza, quand vous avez 10 jours de vacances dans l'année parce que vous bossez 100 heures par semaine, ça reste quelque chose qui est moralement acceptable, je pense. Bien sûr. Ibiza ou ailleurs, parce que moi, je n'irais pas forcément à Ibiza, mais bon... Alors, Révolutionnaire, aujourd'hui, c'est une compagnie donc, qui a 2 ans en gros, 2 ans d'existence, du moins, pas d'existence, mais d'activité plutôt. Ouais. Tu as combien d'avions? Alors aujourd'hui, 3 avions en liste de flotte, 5 pilotes. Et je dirais que là, on est plus ou moins au tournant de la compagnie où il va falloir monter en puissance. On avait besoin de ces 2 années, je dirais, pour construire des bases solides, parce qu'on est, comme tout le monde, on n'est pas exempt d'erreurs et de... donc on a fait des erreurs. Alors ça peut être des erreurs au niveau de nos plannings de formation. On s'est beaucoup remis en question. Maintenant, on commence à avoir une structure qui est extrêmement stable et fiable. C'est-à-dire qu'en fait, on sait précisément le cadre d'opération de cet avion. Il n'y a plus de doute, je dirais, sur les limites opérationnelles de l'avion. Qu'est-ce que tu appelles par cadre opérationnel d'un avion? Le cadre opérationnel, ça va être, typiquement, c'est un avion qui a des limites opérationnelles sur le plan météo, parce que c'est un avion qui ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Il est FIKI, donc il est dégivré, anti-givre, on va dire.
Donc avec un système de dégivrage par TKS, mais la réalité c'est que vous ne pouvez pas voler 3 heures en conditions givrantes sévères. Donc en fait, alors on s'y est déjà risqué. Résultat, on a contourné, on a fait 1 heure de vol de plus pour contourner une masse. Donc en fait, ces erreurs-là, on les a déjà faites et on voit la limite sur le plan, donc sur ce plan-là, sur le plan aussi des terrains accessibles ou non accessibles. Ça va être des longueurs de piste où on dit ah oui ça passe machin, mais en fait il suffit que ce soit un peu humide, ça passe plus. Il suffit qu'il n'y ait pas le vent, donc nous en planification on va dire bah, tiens là statistiquement il va y avoir 7 nœuds dans le nez, pas de chance il y a 0, ça passe plus. Donc aujourd'hui on a un vrai retour sur cet avion, puis on a un retour d'expérience client aussi, de dire qu'est-ce qui est trop long, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est confortable, parce que 4 heures de DA62 c'est très long. C'est un avion, jusqu'à 2 heures, il n'y a pas de problème. Au-delà de 2 heures, il faut commencer à se poser la question de passer sur des machines plus performantes, type Mustang ou autre. Je dirais qu'aujourd'hui, notre avion commence à bien le connaître, et donc c'est le moment de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire de le déployer. Nous, comme on le voit, c'est de le déployer au niveau européen, avec un système de maillage, ce qui est assez différent finalement de la plupart des compagnies d'aviation d'affaires qui sont centrées sur un seul point. Alors ça a des inconvénients, hein. Type en maintenance, vous ne pouvez pas avoir 15 centres de maintenance, c'est trop complexe. Mais nous on a pris le parti pris du maillage. Pourquoi ? Parce que le maillage, c'est la garantie d'avoir un avion au pied de chez soi, quasiment. Donc du coup, ça évite, par conséquent, les vols à vide, ou du moins ça les minimise. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on doit aller prendre quelqu'un à Innsbruck, il faut aller se mettre en place de super loin. Si on se met à Wiener Neustadt, Innsbruck, on est à côté. Donc nous, notre objectif, c'est de dire, vous avez un avion à côté et toujours tirer, je ne vais pas dire les prix vers le bas parce que ça fait un peu low cost, mais c'est toujours proposer une aviation d'affaires qui soit de plus en plus accessible. Et on a une marge de progression qui est phénoménale sur le coût horaire. Tu dis passer de 3 à 15 avions ou 16 avions. Ça veut dire que tu as une capacité financière, il va falloir lever des fonds. Alors non, moi j'ai pas la capacité financière, maintenant il faut lever des fonds, faut convaincre. On a un modèle éprouvé, peut-être pas, parce que 2 ans c'est encore jeune, mais par contre on montre qu'il y a un certain attrait pour cette aviation-là. Et les chiffres parlent. Et aujourd'hui, je sais précisément, en ayant consulté tous nos partenaires, y compris Move, ce que va me coûter la 15e machine, ce que va me coûter la 16e machine. Donc en fait, le coût marginal par avion, c'est pas énorme. Aujourd'hui, il y a une base, on va dire, de coûts fixes qui est incompressible, que vous ayez un avion ou 40 avions. Et par contre, elle augmente à la marge un tout petit peu à chaque fois que vous rajoutez une machine. Donc en fait, aujourd'hui, nous, à 15 avions, on sait qu'on est capable de descendre le prix de l'heure de quasiment 25%. Donc, mais alors, tu les trouves où, ces avions ? Alors ces avions, du coup il y a 2 business models dans le business model, mais du coup sans trop en dévoiler, mais bon, en clair c'est ce qu'on fait déjà avec certains, et d'ailleurs j'invite les propriétaires de DA62 à se manifester s'il y en a. C'est déjà exploiter un avion d'un privé. Exploiter un avion d'un privé, ça a plusieurs intérêts. Déjà, c'est qu'un avion de privé, globalement, s'il fait 70 heures à peu près, 70-80 heures en privé, ça lui coûte de façon directe et indirecte la bagatelle de 30 000 € par an, perdue parce que va falloir quand même provisionner les moteurs, il faut provisionner tout un tas de pièces dont la butée calendaire est déjà prédéterminée, et vous faites pas les volumes horaires dans le temps imparti. Donc c'est toujours la problématique, la mise en adéquation des deux. Donc déjà on a ce modèle-là, puis après il y a un modèle d'acquisition d'avions. Donc là ça passera par des levées de fonds sur lesquelles on est en train de travailler. Mais alors, intégrer dans votre flotte des avions de propriétaires, ça veut dire que ces avions-là vont passer sous votre certificat de transporteur aérien. Il y a des choses à faire, des modifications à faire sur les avions. Alors des modifications pas tellement. En fait, il va y avoir les principaux points qu'il va y avoir à suivre. Alors hors la partie pilote formation, parce que là pour le coup ce sera nos pilotes et ce sera vraiment sur la machine. Il y a il y a tout le suivi de navigabilité quand il est opéré par le pilote propriétaire ou délégué à un atelier de maintenance, puisqu'il y en a qui le font. Il faut que ce soit réintégré par notre organisme de gestion de nav. Et généralement, la gestion de navigabilité en compagnie est un peu plus stricte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'autoriser d'écart ou de déviation comme on peut le faire en privé. Donc il y a ce premier point-là. Et il y a toute la partie équipement de bord qui doit être conforme, sans entrer dans un truc trop technique, mais au CAT IDE, donc qui est la partie commerciale et équipement à bord de l'aéronef, dans les ROPS,
Ou notamment, il faut de l'équipement du type un PED kit, donc les enveloppes de confinement en cas de feu batterie. Donc, faut une enveloppe de confinement, il faut des trousses de secours avec un certain nombre d'items répertoriés qui ne sont pas normalement dans, on va dire, le kit d'utilisation du privé. Je dirais que ça, ce n'est pas des obstacles insurmontables. C'est très codifié. Exactement. Non, il n'y a rien de très complexe. Et nous, aujourd'hui, on a déjà un avion de propriétaire en liste de flotte. Et le temps de la mise en liste de flotte, globalement, ça a dû être 1 mois et demi. Donc le temps de faire les matrices de conformité. La principale difficulté qu'on peut supposer, c'est que la compagnie aérienne en ait besoin en même temps que le propriétaire en ait besoin. Alors exactement, ça c'est un vrai problème. Alors on arrive aujourd'hui avec un propriétaire à se mettre d'accord, c'est-à-dire qu'on a un planning partagé où il nous met ses souhaits, ou en tout cas il réserve son avion. Après il y a quand même une réalité, c'est qu'aujourd'hui un privé fait pas, aujourd'hui une machine elle doit faire entre 350 et 350 heures à peu près, et on compte les pousser jusqu'à 450-500 heures. Un privé aujourd'hui doit faire dans les 70 heures, enfin j'en sais rien, j'ai pas de statistiques, mais j'imagine que c'est pas beaucoup plus. Oui, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Donc finalement, ça laisse quand même beaucoup de possibilités pour exploiter dans l'intervalle. Et puis les deux sont pas incompatibles. On avait même imaginé des solutions à un moment, à mettre un de nos pilotes à bord de l'avion, le privé part à Ibiza typiquement, il reste 10 jours, puis nous on a l'avion disponible. Avec Move, on peut le revendre, des départs depuis Ibiza. Donc il y a des façons intelligentes de le faire. Alors à 15 machines sur ce modèle-là, ça va peut-être s'avérer complexe. Mais par contre, je pense qu'il y a des moyens d'optimiser les plannings du privé et de la compagnie. Et là, vous en êtes où dans votre développement ou dans votre démarche ? Alors dans la démarche, du coup, là on en est à l'étape tout justifier, parce que ça commence par là. À un moment, il va falloir lever de l'argent. Je dirais que ça commence par un business plan, une phase 2 qui soit carré. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y aller avec des approximations. Donc là, on est en train... Je me suis mis même sur des outils type QGIS, je ne sais pas si vous connaissez, mais des outils de cartographie qui, en gros, on peut superposer tout un tas de couches, des couches de population, de revenus, donc voilà, pour voir en fait à quel endroit il faut positionner les avions pour toucher le maximum de personnes, en fonction de certaines conditions de revenus, de certaines conditions d'attractivité de l'aéroport. Donc du coup, aujourd'hui, on est encore en train de finaliser cette partie-là, qui je pense sera finie fin de semaine prochaine. Et après, on va l'adresser auprès de nos partenaires spécialisés dans les levées de fonds, pour objectif d'aligner 15-16 machines au total en Europe d'ici fin d'année prochaine. Mais la difficulté, à mon avis, et c'est vrai pour Move aussi, c'est d'arriver à vous faire connaître. C'est pour ça qu'on est là. Voilà. Mais parce qu'en face, il y a effectivement un marché, il y a des entreprises, il y a des particuliers qui ont des besoins et qui ont les moyens de faire face à ces besoins. Mais le problème, c'est que l'aviation d'affaires, soit elle n'est pas connue, soit elle est mal connue. En tout cas, nous, c'est pourquoi Move existe. Voilà, comment est-ce qu'on s'intègre au parcours de réservation d'un déplacement professionnel habituel pour une PME qui fait du carrelage et qui fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est ça l'objectif. Exactement. Donc nous, on a des projets technologiques que porte Antoine Aouida, mon cofondateur et CTO de la société, qui sont de pouvoir aller distribuer dans Google Flight demain un vol de DA62 de Révolutionnaire. Parce que c'est ça, on sait que c'est comme ça qu'on va pouvoir attirer au sein d'une zone de chalandise une population de professionnels qui se déplacent, qui sera beaucoup plus large qu'à travers la base de marché identifiée par des brokers qui sont les 500 fortunes françaises. C'est ça, oui. C'est ça ce qui a manqué à l'aviation d'affaires ces derniers temps, c'est qu'on s'est un peu reposé sur nos acquis, sur quelques happy few, alors qu'il y a plein de choses à faire dans un réseau d'entreprises. Parce que moi, j'ai l'impression d'entendre ça depuis que je suis journaliste aéronautique, c'est que on ne sait pas comment expliquer au client final comment ça marche. Il suffit d'aller sur Move ou sur Révolutionnaire, vous avez l'explication en temps réel. On a vu que... Vous pouvez faire une simulation porte-à-porte et vous avez le comparatif multimodal qui s'affiche. Parce que je me souviens quand NetJet est arrivé en France,
NetJet, c'est, pour mémoire, hein, c'est l'aviation d'affaires en propriété partagée. Hein. Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est que les commerciaux qui ratissaient la France partaient avec des simulations. C'est-à-dire que vous voulez aller de tel point à tel point, bah, si vous y allez avec la ligne, et voilà, il va falloir passer par là, dormir ici parce que et louer une voiture t'attaque. Si vous y allez par vous-même en voiture, ça va vous prendre ton temps. Si vous y allez par le train, voilà. Et à l'époque, on ne parlait pas encore de bilan carbone. Hein. Et puis, bah, si vous y allez avec NetJet et que vous avez pris la carte de 25 heures dans l'année, et ben voilà, vous y allez direct. Et donc, il y a eu ce travail de missionnaire en quelque sorte. Il fallait évangéliser la France. Mais il est ponctuel ce travail. C'est l'amorce, non? Ah, c'est sûr que c'est nécessaire, c'est la bonne approche. Enfin, vous allez sur le site de Révolutionnaire, vous faites une simulation, vous avez l'explication par rapport au train, la voiture, l'avion de ligne. Et ça, c'est essentiel, puisque pour l'instant, ça reste des bonnes paroles, mais le but, c'est de pouvoir le simuler pour ses propres besoins d'entreprise, avec des sites dans le nord de l'Italie. Et nous, c'est cette approche-là qu'on pousse tous les jours, mais c'est sûr que c'est dur. Parce qu'on voit que quand les entreprises ont goûté à ce moyen de transport, ou ont découvert ce moyen de transport, elles l'usent sans forcément en abuser. C'est-à-dire, moi je pense notamment à La Roche-sur-Yon, de l'autre côté, là-bas, sur la côte ouest, c'est une région quand même assez industrielle, très dynamique d'un point de vue économique. Et il y a une ou deux boîtes qui ont mis en place des GIE avec d'aviation, et ça marche très très bien. Et on les voit assez régulièrement un peu partout. Mais là, c'est vraiment moi, je connais par exemple des entreprises qui viennent sur Lyon, qui pendant que le pilote, pendant la journée, le pilote il reste à Bron. Moi, je les connais, donc de temps en temps on se croise. C'est pas que des PDG qui transportent, hein. C'est des techniciens, c'est des gens qui viennent faire un dépannage, des trucs comme ça. Mais parce que l'outil, ils le connaissent, l'outil avion, hein. L'outil, ils le connaissent, et ils savent que raisonnable, d'un point de vue économique, c'est raisonnable. L'atout, c'est que là-bas, ils ont bien noyauté le terrain, maintenant, il n'y a plus personne qui en doute. Votre problème à vous, c'est de vous faire connaître. Oui, il faut faire la transformation qu'a fait l'aviation commerciale il y a 30 ans. Avant, on descendait à l'agence du coin pour acheter son billet Air France. Maintenant, il faut que l'aviation d'affaires fasse la même transformation. Sinon, je pense qu'on est voué à l'échec. Hein. Je pense que la meilleure manière de procéder, c'est de... Bien sûr, il y a on va dire ce partage d'informations entre les entreprises d'un même bassin. Ça, forcément, dès qu'il y a un service qui marche... dans un GIE, ça fait boule de neige et tout le monde s'y met. Le but, c'est d'étendre ça à la France entière et pas juste au PDG, mais aussi à la strate managériale en dessous, et à tous les techniciens qu'on transporte. Nous, on travaille pour l'offshore en mer du Nord. On voit que dès que vous avez un enjeu de temps, n'importe qui dans la société peut prendre l'avion d'affaires et c'est pas un tabou. Et quel est ton calendrier aujourd'hui ? Le calendrier, on va dire que la prochaine étape, c'est pour le mois de septembre. C'est-à-dire pour nous, il faut qu'on ait, on va dire, amorcé une levée de fonds suffisamment conséquente pour travailler la partie communication et la partie implantation. C'est quoi conséquente ? Conséquente, en fait, aujourd'hui, on vise une levée de fonds aux alentours de 15 millions d'euros. Mais parce qu'il y a un business model relativement solide derrière qui s'appuie notamment sur des actifs. En fait, le gros avantage du DA62, c'est que c'est un actif qui décote très peu. La réalité, c'est que c'est un avion qui décote très peu, qui doit décoter aux alentours de 3-4 points par an sur les 6 premières années, puis après, qui décote plus, il est extrêmement stable. Alors, ça va s'expliquer notamment, j'imagine, par les faibles quantités produites par le constructeur, mais aussi par le fait que c'est une cellule qui est composite, qui n'a pas de limite de vie. Donc, ça veut dire que c'est un avion sur lequel vous remettez une paire de moteurs et une paire d'hélices. Et un avion de 2016, en 2050, il a exactement le même design et les mêmes performances qu'un avion sorti de ligne. Donc en fait, c'est un avion qui a très peu de dépréciation. J'ai envie de dire, après demain on peut avoir une consigne de navigabilité qui interdit de vol tous les DA62, et ce serait malheureux pour nous. Mais on part pas là-dessus, nous on se dit, finalement c'est un actif sur lequel on peut capitaliser. Donc on l'intègre en liste de flotte, on l'amortit. Une fois qu'il est amorti, il a une valeur résiduelle de temps, donc on fait sa décote.
Et donc finalement, je dirais que le risque, il n'est pas énorme, puisqu'en fait, vous avez les actifs qui sont en réel en dessous. Mais là quand tu parles de 15 millions, c'est dans l'hypothèse où tu achètes les avions ? Exact. Alors il y a une partie achat. Parce que tu nous as parlé d'utiliser des avions de propriétaires, donc là il n'y a pas l'investissement à faire. Alors sur la partie déjà intégration d'avions de propriétaires, il y a quand même beaucoup d'investissements. Déjà, il faut former des pilotes. Un cursus formation pilote, c'est globalement 1 mois et demi, 2 mois de salaire. Et pourquoi c'est aussi long que ça ? Parce que le DA-62, c'est pas un avion c'est complexe. Non, alors l'avion est très simple. En fait, la complexité vient de l'exploitation monopilote. Donc finalement, en fait, le pilote doit tout gérer, y compris tous les aléas d'exploitation. Donc on a un cursus de formation qui est relativement long. Et surtout qu'on n'a pas de structure aujourd'hui chez Révolutionnaire, mais même, je dirais, au niveau européen, destiné à la formation des pilotes sur ce type de machine. C'est pas comme sur Boeing, sur 737, vous avez des simus à tous les coins de rue. Chez nous, il y a très peu de simulateurs. Les simulateurs sont pas sur vérin, donc ça veut dire que vous pouvez pas faire toutes les formations. On est limité à des formations typiquement juste au flight training. En fait, on peut pas faire les OPC. Il y a tout un tas de pans de formation qu'on peut pas valider sur sim. Donc on est obligé de les faire sur avion. Ça engendre soit un coût, soit il faut attendre qu'il y ait des vols commerciaux avec la charge offerte disponible pour pouvoir former quelqu'un. Enfin, c'est pas si simple à résoudre en fait. Aujourd'hui, l'intégration d'un pilote, vous avez tout un tas de trucs de formation sur la piscine, l'incendie. Donc on est dépendant de prestataires aussi qui doivent se déplacer. Comment on utilise un extincteur, comment on utilise, est-ce qu'on peut remonter, je sais plus, un sac de 20 kg du fond d'une piscine. Il y a de la nage tractée, il y a tout un tas de trucs. Il faut voir ça pour... Maintenant il y a ça. Et il y a tout un tas d'autres aspects aussi, évaluation psychologique, test drogue et alcool. Enfin, en fait, je dirais l'intégration d'un pilote, il y a la partie formation, il y a tous les tests psychologiques qu'on est obligé de faire passer depuis le règlement Germanwings qui est rentré en vigueur tout récemment. Donc ça prend un peu de temps. Aujourd'hui, un pilote à former, ça prend un petit peu de temps. Parce que les pilotes commerciaux aujourd'hui, même quand ils sortent de l'école, souvent ils ont déjà volé alors pas des A62, mais au moins sur des 42, parce que c'est l'avion école bimoteur par excellence. Exactement, et en fait, c'est là toute la contradiction de l'aviation qu'on fait avec Révolutionnaire, c'est que vous n'êtes pas sous supervision d'un commandant de bord comme quand vous rentrez copilote dans une compagnie. Donc c'est-à-dire que dès le début, vous êtes dans le grand bain, vous êtes décisionnaire, maître à bord, des fois à 23 ans, avec 2 passagers qui peuvent valoir des millions. En tout cas, qui peuvent mettre une pression. Voilà, des passagers qui peuvent exactement jouer la pression aussi, la pression temps, et ça, il y en a. Je dirais qu'il y a une partie formation, il y a une partie préparation du pilote. C'est-à-dire qu'immédiatement, ils sont dans le grand bain. À 23 ans, quand vous avez le patron d'une grande chaîne de télé ou d'un gros média qui vous dit, ou d'un gros média ou d'autres choses d'ailleurs, d'une entreprise quelconque, qui vous dit oui mais bon là j'ai pas le temps, vous êtes des branquignoles, alors qu'il y a juste un problème météo qui est indépendant de notre volonté mais qui a de la pression, il faut que ce soit géré. Et le DA62 est aussi peu gourmand en carburant, fait remarquer Fab Morlon. C'est une réalité ça aussi. C'est une réalité, alors on n'est pas sur les annonces de Diamond, on est un petit peu au-dessus parce que les annonces de Diamond sont sur des régimes moteurs je crois de 60%, mais la réalité c'est qu'on est aujourd'hui de l'ordre de quasi 315 gallons. À 300 km/h. À 300 km/h, 330 Donc ça veut dire quand même que quand on compare à une voiture... on rend la comparaison possible. Voilà. Et notamment, si on en revient à notre discussion du début, avec les médecins de Dijon qui vont à Nevers, qui se font dans la journée 5 heures de voiture, 2h30 aller-retour. Là, la comparaison est intéressante. Clairement. Et au niveau CO2, puisqu'on est obligé toujours d'en revenir à ça, effectivement, c'est gagnant. C'est gagnant, et en fait, c'est d'autant plus gagnant qu'aujourd'hui, alors à part pour faire Marseille-Lyon, Lyon-Paris, où il doit y avoir des autoroutes plus ou moins droites, mais dès que vous essayez de traverser le pays dans l'autre sens, vous n'avez pas de route droite, alors que l'avion, lui, globalement, fait plutôt des traits... Martin, tu vas pouvoir cliquer sur « Créer une notification » et voilà, c'est magique, donc vous avez juste à rentrer départ, arrivée, les tarifs pour l'ensemble de l'avion, et comme ça, Nicolas vous fera un petit mail automatique dès qu'il y a un vol à vide. Et je crois qu'il y en a déjà des super intéressants vers l'ouest de la France, vers Ibiza. Voilà, c'est ça l'idée. Et donc, la beauté du système, c'est que même si le vol ne va pas à Ibiza, mais qu'il va à Malaga, vous êtes quand même notifié parce qu'il pourra s'arrêter en route. D'accord.
Donc là, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, on se rapproche quand même d'un outil qui est vraiment fait pour répondre aux besoins, comme le sont aujourd'hui les outils développés par les compagnies low cost. Parce que c'est ça vraiment qui a développé le transport aérien et qui a vraiment créé la démocratisation. Parce qu'on dit très bien, et c'est la réalité, hein, et les chiffres sont là pour le dire, si les compagnies low cost ont pris un peu de passagers aux compagnies legacy, elles ont surtout créé un nouveau marché. Absolument. Après, ça vient de leur modèle économique et d'un nouveau segment de prix qu'elles ont créé, mais aussi la capacité à distribuer des billets d'avion au plus grand nombre. Ils ont bénéficié de l'émergence d'Amadeus et de tout ce qu'on appelle les GDS, donc le système en fait qui est derrière les compagnies aériennes pour distribuer les billets d'avion. Et donc c'est une transformation en cours dans l'aviation à la demande aussi. Combien d'utilisateurs sur l'appli ? Alors nous, on a 30 000 utilisateurs. 30 000 ? Absolument. Franck, mais maintenant, imaginons le DA50 soit autorisé en transport aérien. C'est une super machine. Et nous, on serait friands. Après, tout ce qui tourne à l'avgas, mine de rien, présente des limites en termes de refueling. Il y a plein de terrains qui sont soit plus équipés, soit pas suffisamment dotés. L'avgas, c'est donc l'essence spécifique pour l'aviation. C'est une essence qui est en voie de disparition à très courte échéance. Hein. Donc c'est vrai, et donc elle est plus chère que l'essence, le diesel ou le kérosène. Hein. Oui, puis à mon sens, vu qu'elle est vouée à disparaître, elle ne bénéficiera pas finalement des progrès qui sont faits aujourd'hui sur le SAF. Non. Est-ce que tu peux mettre du SAF dans le DA62 ? Alors maintenant, le Austro Engine a annoncé il y a une quinzaine de jours... Austro Engine, c'est le constructeur des moteurs. Exactement, le motoriste. A annoncé il y a une quinzaine de jours, ou 3 semaines, qu'il validait l'utilisation du SAF sur moteur Austro Engine. Pour l'instant, on ne peut pas en mettre puisqu'on attend l'autorisation du constructeur maintenant, donc de Diamond. Pour l'instant, le motoriste a dit OK, maintenant, vu le stade d'avancement et le niveau de communication, il y a peu de risques que le constructeur dise non. Le motoriste et le constructeur, c'est la même chose. C'est le même actionnaire, tout à fait. C'est un actionnaire chinois. Je suis basé à Vannes. Est-il possible de réserver depuis la plateforme de l'aéroport ? Absolument. C'est même sur le site internet de Vannes. Vous pouvez. Alors vas-y, explique comment ça fonctionne concrètement. Il suffit d'aller sur le site internet de l'aéroport et vous allez pouvoir réserver un vol depuis le site internet de l'aérodrome. Directement sur un vol d'aviation d'affaires. En fait, l'idée c'est que les aéroports sont des liens pour leur bassin économique, et que souvent ils n'ont pas de solution de ligne régulière qui existe, et les gens ne comprennent pas vraiment à quoi servent l'aérodrome, du coup. À part si on est initié à l'aviation d'affaires ou on est membre de l'aéroclub, on se demande un peu à quoi ça sert. Et donc on a intégré notre technologie comme celle qui est sur le site de Révolutionnaire. Et donc derrière, vous avez notre place de marché qui tourne, et vous pouvez simuler en temps réel, juste entre 2 adresses, votre déplacement, et réserver auprès d'une compagnie aérienne. Donc là, on a différents opérateurs qui s'affichent de l'ouest de la France. Vous avez Révolutionnaire aussi. Et vous allez pouvoir aussi, en temps réel, comprendre par rapport à... Alors, c'est un Nice que tu as simulé, Martin ? Saint-Tropez, voilà. Nice, c'est surfait. Vous allez pouvoir estimer le gain de temps, de nuitée, de productivité, le delta de CO2. Et là, donc tu dis 25 aéroports. Pour l'instant, par exemple, un aéroport comme Vinci, du moins un groupe comme Vinci qui a d'un seul coup plein d'aéroports, il est dans ton collimateur ? Absolument, c'est des cibles intéressantes, surtout qu'ils ont des aéroports d'aviation d'affaires assez actifs. Et je pense que ce type d'outil peut leur permettre de vaincre quelques... Qu'est-ce qui fait que pour l'instant, ils ont pas encore basculé ? On a d'abord touché une population d'aéroports qui avait peu d'aviation avec des enjeux de développement. Nous, maintenant, c'est convaincre des chaînes d'aéroports à utiliser notre techno parce qu'elle parle aussi aux activistes qui ont besoin de comprendre à quoi sert l'aviation. Et nous, notre outil, il permet de manière très transparente de présenter ce qu'est l'aviation. Par exemple, les aéroports de la Côte d'Azur sont très, très développés avec leur Skyvalet sur tout un réseau très important d'aéroports d'aviation d'affaires. 44 aéroports d'aviation d'affaires. Et au-delà de la plaisanterie, c'est vraiment le type d'aéroport qui correspond à votre produit. Absolument. Mais puis surtout, comme nous et comme Révolutionnaire, ils ont l'ambition de réduire ces vols à vide. Quel meilleur moyen quand on est à
dans le sud de la France, à côté d'un aérodrome, que de s'adresser aux hôtels ou aux entreprises locales quand il y a un vol qui repart pour Paris. Et ça, c'est vraiment notre enjeu, c'est de pouvoir réduire ces vols à vide-là avec une distribution hyper précise. Et puis, c'est pas parce que ça s'appelle les aéroports de la Côte d'Azur qu'ils sont que sur la Côte d'Azur. Tu dis 45, c'est large. Il y en a en Italie, il y en a même beaucoup plus dans le Nord. Non, aussi. mais je pense que la France, elle a un vrai savoir-faire sur l'exploitation d'aéroports. Donc nous, notre premier client historique, ça a été EDIS. Donc suite à CALAR avec Vannes et Le Havre, et je les salue. Et donc maintenant, Saint-Étienne, Le Touquet, Cuneo. Alors Saint-Étienne, ça a été intègre les aéroports de la Côte d'Azur. Alors ils vont utiliser les prestations du FBO Sky Valley. D'accord. Je ne comprends pas les valeurs de comparaison affichées pour la voiture. Comment les calculer ? Alors nous, on affiche toujours un coût global. C'est-à-dire qu'on prend en compte... Là, apparemment, tu prends l'achat de la voiture. Le déplacement de la voiture, mais aussi les nuits d'hôtel supplémentaires, le parking et bien sûr le coût social des personnes qu'on transporte. Parce que le vrai avantage de l'aviation d'affaires, c'est de gagner du temps. Et ce temps, pour une entreprise, il a une valeur qu'on peut valoriser. Et donc, ça, on intègre le coût social des personnes qu'on transporte. Soyons clairs, le coût social... c'est ce que coûte, par exemple, la personne que tu transportes à son entreprise. Absolument. C'est ça, d'accord. Et donc, je vous laisse faire le calcul quand vous avez 4 cadres d'un groupe qui se déplace. Passer 20 heures dans la voiture pour aller dans le sud-est de la France, c'est pas souvent une option. Donc, c'est un vrai levier de productivité pour les entreprises. L'aviation d'affaires, c'est pour ça qu'elle est utilisée. Je pense qu'on n'en parle pas assez, mais il y a autant d'avions d'affaires dans le monde que d'avions de ligne. Et c'est vraiment, ça montre l'importance de ce secteur d'activité. Et c'est un levier fort de productivité et aussi, surtout, de conserver des sites industriels dans des zones peu desservies. Parce qu'on n'aura jamais une gare TGV dans tous les patelins de France. Non. En termes de répartition de la richesse sur le territoire, l'aviation d'affaires est le meilleur levier qui existe. Parce que vous avez besoin de 800 mètres de piste et vous conservez un site industriel ou un siège de grand groupe. Mais c'est sûr que c'est en progressant comme ça que tu vas pouvoir donner plus de présence à Move. Mais il n'y a pas que les aéroports. Non, bien sûr. Il y a la distribution dans les GDS, il y a la notoriété de notre... alors donc les GDS, moi j'avais plutôt l'idée que c'était les réserver donc au trafic régulier des compagnies aériennes. L'idée c'est de pouvoir intégrer des vols à vide sur ce type de plateforme parce qu'ils sont connus dans le temps. Et mais donc, ça existe déjà ? Ce serait une première mondiale, je pense. mais alors ça veut dire que là tu es en train de leur donner des idées, de les bousculer même. Donc on travaille avec un opérateur espagnol qui a beaucoup de vols à vide vers l'Angleterre, connu à l'avance, et avec un partenaire qui nous aiderait dans la distribution de ces vols. Et ça, c'est la prochaine étape. C'est un long shot, mais ça fait partie des choses qu'on souhaite développer. Et bien sûr, s'adresser et commercialiser notre logiciel au plus grand nombre d'opérateurs qui ont comme nous le souci de pouvoir digitaliser leur parcours client, optimiser leurs ops, et n'importe quel flight department, parce que ça c'est notre marché principal à l'heure actuelle, et notamment aux États-Unis. Flight department, ce sont donc des services intégrés à des entreprises. C'est des compagnies aériennes dans l'entreprise, au service de toutes les personnes, de tous les salariés de l'entreprise. Et donc ça, les États-Unis, c'est 3500 flight departments. Et ça, c'est notre gros effort actuellement, c'est de pouvoir se déployer sur ce marché, parce que l'aviation d'affaires est 70% nord-américaine. Et c'est ce qui anime les 8 membres de l'équipe Move que je salue, qui travaillent dur. Mais donc, le marché nord-américain, c'est une cible pour vous ? C'est la prochaine étape, c'est certain. D'accord. C'est-à-dire que c'est vraiment pas un tabou. Ils ont un usage professionnel assez intensif. Paradoxalement, ils ont un outillage technologique qui a 30 ans. Je pense qu'en Europe, on est quand même beaucoup plus dans l'efficience et il y a plein de plateformes, notamment Ops, comme Skylegs, qui se sont développées. Et les États-Unis, ils ont encore beaucoup à faire là-dessus. Et je pense que les petits Français, on a des choses à faire valoir. D'accord. Mais alors, une fois que vous allez leur soumettre l'idée, il va falloir aller vite parce que vous allez donner des idées à des autres, non ? Je pense que, c'est jamais l'idée qui compte, c'est le labeur qu'il y a derrière pour la mettre en œuvre. Je pense que c'est ça la grande différence. Et donc, nous, on est vraiment une start-up, donc on a 2 ans d'existence. Avant, je travaillais chez Daher, Antoine il était dans l'IA.
Et le vrai sujet, c'est de croire en son idée et de faire pas à pas dans son déploiement avec des clients qui nous font confiance comme Révolutionnaire et qui nous font itérer sur le produit. Parce que c'est ça, la capacité d'une startup, c'est d'aller chercher rapidement un product market fit, donc un produit qui va plaire au marché. Et je pense qu'on commence à l'avoir trouvé. Maintenant, on a une douzaine d'opérateurs. Mais comme je le disais, 60 vols par semaine qui utilisent notre technologie. Donc le plus clair de ton temps, tu le passes à quoi en ce moment ? C'est du développement commercial. On était à eBay, on s'est croisés. C'est là qu'on a eu l'idée de cette émission. Je pense que voilà, Nicolas, c'est le meilleur exemple de l'aviation professionnelle taxi. Et donc nous, on a eu notre premier stand. Donc c'était une grande étape pour la startup, parce que nous, on n'a jamais fait de levée de fonds. On s'est toujours développé sur une croissance organique. Et donc c'était important, sachant qu'eBay coûte un peu cher. Hein. Et ensuite, c'est parti aux États-Unis, NB2A peut-être en octobre. Et eBay, tu as eu des contacts intéressants ? Alors, quand je dis intéressant, même concret ? Clairement, pour nous, c'était une vraie visibilité auprès d'opérateurs qu'on ne connaissait pas. On a vu qu'il y avait un certain nombre de compagnies aériennes qui avaient des enjeux aussi sur leurs lignes pseudo-régulières ou au siège. Parce que souvent ils opèrent des avions qui vont opérer pour des lignes régulières dans les îles. Et donc nous, c'est un marché qu'on souhaiterait adresser et sur lequel notre module de shuttle, de lignes régulières pour les entreprises pourrait bien fonctionner. Et alors, toi, donc 3 avions aujourd'hui, le 4e peut-être... Le 4e vraisemblablement très rapidement. Ce sera un avion de propriétaire ? Ce sera un avion dans un contexte un peu différent, mais vous aurez la surprise. Ce sera pour courant juillet normalement. Ah oui, donc c'est... Donc ouais, non, c'est plutôt bien avancé. Le projet, en fait, c'est... maintenant, on a besoin d'accélérer. Un peu comme Arthur, je dirais, on a tout le temps fonctionné sur fonds propres. Le problème, c'est que c'est une industrie qui est assez capitalistique quand même, et qu'à un moment, si on ne met pas une vraie somme d'argent sur la table, globalement, ça va finir comme la plupart des opérateurs finissent. Ce qui est une réalité, c'est-à-dire que les opérateurs de Mustang, il y en a eu une quantité incroyable, des widgets, des Blink, La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il en reste un, par contre, il domine son marché. Et donc, en fait, aujourd'hui, pour dominer le marché dans l'aviation d'affaires sur un segment particulier, faut arriver quand même avec une vraie capacité financière, inonder le marché d'un produit, parce que c'est le seul moyen de survivre. Aujourd'hui, les petites compagnies qui tiennent avec 2-3 avions, pour être sincère, je trouve ça bancal. C'est bancal, c'est-à-dire que le moindre pépin, nous je le vois avec 3 avions, vous avez le moindre accroc dans les opérations, le moindre AOG, des avions bloqués au sol cause de panne, très souvent. Tu remets en question une semaine de planning, pilote et avion. C'est-à-dire qu'en fait, tout s'écroule. Il y a très peu de redondance, très peu de flexibilité. En fait, on est hyper engoncé là, dans ce planning super serré. Donc aujourd'hui, on est obligé d'arriver d'y aller à l'arme lourde, et donc... Il faut lever des fonds, quoi. Voilà. Alors, on n'est pas dans la meilleure période pour les levées de fonds, parce que ce qu'on me disait, là, quelqu'un qui vient de réussir une levée de fonds me disait que depuis le début de l'année, c'était 1 sur 2 seulement qui passait, là. C'est complexe, et puis on saura faire le dos rond s'il faut faire le dos rond, mais il va falloir qu'il se passe quelque chose, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas pour nous de rester... Comme on est là, après on peut repenser le business model un peu différemment, s'appuyer que sur des propriétaires avec toutes les contraintes que ça va générer autour, et du coup faire que de la croissance avec nos petits deniers qu'on aura récupérés, on ira former 2 pilotes, on les mettra sur une base et ainsi de suite. Mais je dirais qu'en fait c'est un marché qu'il faut attaquer assez vite, puis surtout que c'est un marché qui ne fait pas sens avec 3 avions, c'est un marché qui fera sens quand demain on aura un maillage partout et qu'on sera capable de faire le meilleur tarif pour nos clients. Donc c'est une étape obligatoire, il va falloir être dynamique, mais je pense si on ne trouve pas preneur, c'est pas grave, on aura d'autres solutions. Bientôt ADA 62 dans tous les aérodromes de France. Je crois qu'il y en a beaucoup d'aérodromes. Ça va faire une vraie levée de fonds. C'est sûr qu'une plateforme comme Move peut vous aider à passer à la vitesse supérieure, non ? Mais clairement, alors Move pour nous, c'est génial, parce que déjà, ça permet de rendre compréhensible ce qu'il est peu, c'est-à-dire expliquer ce que c'est un empty leg, ou expliquer aux gens comment ils peuvent réserver, passer par un coup de fil, envoyer un mail, c'est pas plaisant. La personne qui a besoin d'un vol, qui est dans son canapé à 21h, il n'a pas envie d'attendre le lendemain 9h du matin l'ouverture des bureaux, même si on est H24. Et il se dit je vais pas appeler à 21h. Là, il peut faire sa simulation dans son canapé, donc c'est déjà un confort incroyable. Donc déjà, ça rend l'aviation d'affaires accessible, et ça, pour nous, c'est un vecteur de communication qui est génial, parce qu'en fait, communiquer sur Révolutionnaire, c'est
expliquer ce qu'on fait, une compagnie. Alors que là, Move, en fait, nous, on balance des liens tout simplement à alors soit des entreprises, soit sur des réseaux sociaux. Et les gens peuvent faire leur propre simulation. Donc, ils comprennent, ils n'ont pas besoin de la notice. Ils cliquent sur le bouton et puis automatiquement, ils comprennent départ, destination, ils ont un tarif. Donc Move, aujourd'hui, pour nous, c'est un vrai vecteur sur le plan de la communication, sur le plan de la commercialisation aussi. Puisqu'en fait, ils ont un système... Arthur l'a pas trop développé, mais en fait c'est un système de bout en bout, c'est-à-dire que jusqu'à ce que le passager soit débarqué de l'avion, en fait ça gère tout, c'est-à-dire les paiements, la gestion des titres de transport, enfin on voit de l'Agendec, il y a tout un tas de choses qui sont déjà intégrées. Donc pour nous en fait c'est un outil qui n'était pas indispensable mais qui va le devenir, clairement. Et puis les empty legs, demain s'ils sont vendus, c'est vous divisez, vous pouvez vendre. Si on vend tous les empty legs au vrai prix de l'empty leg, on peut diviser le prix de quasiment tous les vols par 2. Ça représente à peu près 4 vols sur 10. C'est ça. Dans le monde entier, c'est ça. C'est pour ça qu'un effet de réseau avec plusieurs avions font que, in fine, le vol sera moins cher. Alors, comment t'es venu l'idée de Move ? Ça part d'où ? Parce que nous, quand on s'est connus, tu travaillais effectivement chez Daher. Tu t'occupais de la communication chez Daher. Donc Daher, c'est une entreprise familiale qui était dirigée par Patrick Daher, qui vient de prendre sa retraite. Passer le relais. Maintenant par Didier Kayat, qui est un de nos advisors de la startup. Donc pendant 6 ans, moi, je me suis occupé de la stratégie produit et du marketing du groupe. C'était à l'occasion de cette période qu'on a commencé à se connaître, Gilles. Donc voilà, j'avais une équipe d'une 15aine de personnes qui touché un peu à tout, au design de la cabine, les évolutions du TBM qui ont amené au 960, la partie communication, les salons. Et moi, mon constat quand on vendait des avions, c'était que en fait, 90% des chefs d'entreprise ne savent pas ce qu'est l'aviation d'affaires. Et donc, il y a un trou dans la raquette, dans la distribution de vol. Et donc, je suis entré dans le bureau de Didier et de Nicolas Chabert, donc le directeur de l'entité avion. Et je leur ai présenté mon projet et je leur ai dit voilà, je ne sors pas tant que vous ne m'avez pas licencié. Ça a plutôt bien marché parce qu'ils ont été clients de lancement et qui sont supporters de la start-up. Et donc maintenant, on est 8 incubés à Paris avec Antoine, mon cofondateur, qui s'occupe de toute la partie technologique. Et donc on a 4 développeurs dans l'équipe qui travaillent sur une roadmap assez ambitieuse parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et donc on a des clients comme Révolutionnaire, EDIS, des aéroports, et certains malheureusement qu'on ne peut pas nommer, mais qui sont des grandes compagnies d'entreprise. EDIS, c'est le gestionnaire de l'aéroport de Dijon. Notamment, mais de plusieurs autres aéroports, une quinzaine à peu près en France. Et 17 de mémoire en France et en Outre-mer. Voilà, et puis nous on a annoncé, je crois, ce matin que Air Antilles redémarrait la semaine prochaine avec des vols sur Saint-Martin. Et EDIS est l'un des actionnaires de la compagnie, un des 2 actionnaires, puisque l'autre actionnaire, c'est les collectivités locales. Donc c'est EDIS du moins l'aéroport qui a sauvé la compagnie aérienne. Et donc c'est un de vos partenaires. Ils utilisent notre technologie pour valoriser l'importance de l'aéroport et communiquer sur les services qu'apporte Dijon, où vous réservez l'avion depuis le site de l'aéroport. En fait, plus le vol va partir proche de là où l'entreprise est basée, plus le vol sera compétitif. Et donc il y a un vrai enjeu d'aller chercher ce bassin économique à chaque fois. Donc je rappelle que Révolutionnaire, donc la compagnie que tu as créée en 2019, mais qui a commencé ses opérations donc en 2023, a repris donc cette année le transport des Flying Doctors de Dijon. Donc au moins sur la région dijonnaise, vous devez être connu quand même. Pas du tout. La presse a quand même beaucoup parlé au niveau national et régional, mais des Flying Doctors quand ça a démarré en janvier 2023. Toi, tu l'as repris en 2024. Ouais. Donc, tu es dans cet élan. Normalement, les entreprises locales, même la population, doit avoir quand même une meilleure idée de ce qu'est l'aviation d'affaires. Oui, mais en fait, c'est toujours le même problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas si... en fait, on n'a pas fait de communication, de prospection en direct donc dans la région.
Donc on n'a pas d'indicateurs qui nous permettent de savoir si oui ou non on arrive à toucher des cibles en Bourgogne-Franche-Comté, sachant qu'on a quand même eu des réservations de vol, pas de façon incroyable. Mais ça a quand même généré des demandes. Ça a généré des demandes, mais alors par un levier qui à mon avis est tout autre. C'est qu'en fait on est sur un marketplace en parallèle qui s'appelle Avinode, qui est en gros un marketplace pour les professionnels, pour les courtiers aériens. Et en fait c'est juste que quand on fait une demande au départ de Dijon, Révolutionnaire remonte en première position, là où on était en deuxième page très certainement quand on était basé ailleurs. Donc les demandes restent les mêmes, c'est juste que le niveau d'affichage en classement fait qu'on est plus sollicité sur des départs ou des destinations Dijon. Et donc, du coup on a de la demande, mais en fait je suis pas sûr qu'il y ait un lien de cause à effet entre le fait qu'on fasse les Flying Doctors et le fait qu'on ait réussi à convaincre des passagers, enfin en tout cas des clients sur la région, même si je reste persuadé que ça reste une bonne carte de visite. Les avions, donc, tu en as un qui est basé à Dijon. Alors on a 2 places de parking à Dijon, mais on en a un stationné tout le temps à Dijon, un sur Avignon et un sur Nancy. Et donc, qu'est-ce qui a fait le choix de ces 3 plateformes? Alors Dijon, on peut supposer, puisqu'on en parle depuis 1h30, donc alors, Dijon... je ne vais pas te demander pourquoi tu as basé un avion à Dijon. Exactement, mais en fait Dijon s'est imposé à nous, c'est exactement ça. Avignon, pourquoi? Parce qu'on était à la base, quand on a monté la compagnie, on était sur Marseille, on a eu plusieurs options. Le siège est toujours à Marseille. Le siège est toujours à Marseille. Et on a eu plusieurs options, donc on a d'abord installé nos avions sur l'aéroport du Castellet. L'aéroport du Castellet qui présentait à cette époque, maintenant il y en a beaucoup qui ont disparu, mais beaucoup de contraintes d'exploitation. Notamment parce qu'il y avait des runs de voitures, mais ça on a l'info une semaine avant, donc on explique aux passagers qu'il ne peut pas parce qu'il y a une Ferrari qui fait des allers-retours sur la piste. C'est-à-dire que, parce qu'il y a un circuit quand même, rassure-moi. Il y a le circuit, il y avait alors en tout cas à l'époque où nous on a investi les lieux là-bas, en fait il y avait la possibilité, vu que c'est un terrain privé, de réserver la piste pendant des créneaux pour faire des runs en voiture. Parce que l'avantage c'est que c'est une grande ligne droite de, je sais pas, 2 km et demi ou 2 km 2. Donc forcément ça présente un intérêt, je pense, pour les constructeurs automobiles et les préparateurs automobiles. Donc ça, c'était une vraie contrainte. Il y a une autre contrainte énorme, c'était le Grand Prix de France, qui empêche quasiment toute forme d'opération, même quand on est basé, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas l'heure à laquelle on revient, on part, et c'est pas un terrain de nuit. Donc en fait, tout ça mis bout à bout fait qu'en termes d'exploitation, c'était un niveau de contrainte pas possible, et qui empêchait de faire les vols de dernière minute, qui sont globalement, on va pas se mentir, les vols les plus profitables pour une société, parce que quand vous faites de l'urgence, il y a le prix de l'urgence. C'est comme tout. Finalement, on s'est rabattu sur Avignon qui a ses contraintes aussi, mais par contre qui a l'avantage d'être H24 7/7 avec un système de stade PCL, donc le système où quand on clique sur l'alternat, on met des coups d'alternat. Ah oui, d'accord. Et du coup, on a à la fois des informations sur la piste en service, la météo, et des infos sur le balisage lumineux. Donc, ce qui nous permettait de faire du H24, donc beaucoup plus intéressant pour de l'aviation à la demande, notamment l'hiver. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce terrain-là. Dijon s'est imposé à nous, et Nancy, c'est la base initiale de l'avion d'un propriétaire. D'accord. Donc finalement, on a laissé l'avion où il est. Donc c'est pour ça qu'on a ces 3 bases-là. Voilà. On a testé Cannes, on a testé pas mal de terrains. Voilà, maintenant, il faut qu'il y ait une adéquation entre le prix. Vu que c'est un avion qui coûte assez peu cher en coût d'exploitation, si vous payez 10 000 € de plus pour un bout de hangar, vous les convertissez en heures de vol, vous pouvez faire des tonnes d'heures de vol avec. Donc, j'ai envie de dire, il vaut peut-être mieux être sur le terrain juste à côté, qui est quand même globalement moins cher, et faire des positionnements pour les 3 fois où vous partez de ce terrain. Donc on a choisi des terrains aujourd'hui où finalement le niveau de coût par machine reste raisonnable. Il me semble assez central, surtout globalement, à part Paris, la plupart des départs se font rarement de l'aéroport où vous êtes basé en fait. Non, les gens qui font une demande, typiquement, vous voyez le nombre de... Quand on voit le nombre de vols qui partent de Saint-Tropez, il n'y a pas un avion basé à Saint-Tropez. Enfin, j'exagère, il y a peut-être... Parce qu'il n'y a pas de place. Oui. Parce qu'il n'y a pas de place. Ouais. Et pour autant, c'est super attractif. Donc, mais typiquement, même Nice, des compagnies d'aviation d'affaires basées à Nice, il n'y en a pas autant qu'il y a de mouvements d'aviation d'affaires à Nice. En fait, les avions viennent, prennent des passagers, repartent. Donc, ça me paraissait pas déconnant de dire, finalement, on va sortir un peu de ces aérodromes qui sont sûrement au bon prix pour des machines à 40 millions, mais un peu moins pour nous. Voilà. On s'est repositionné sur des terrains un peu plus accessibles et plus en adéquation avec ce qu'on veut faire. Tu disais aussi, au niveau des pilotes, tu en as 4 actuellement? Alors 5. 5 pilotes. Ils sont salariés? Tout le monde est salarié. C'est imposé par le code de l'aviation civile, ouais, tout à fait.
Ils sont salariés, on cotise pour eux à la caisse de retraite du personnel navigant, donc exactement comme les pilotes d'Air France ou les compagnies françaises. Donc oui, nous, on n'a que des salariés, on fait globalement pas appel à des externes, ni pour le pilotage, ni pour le reste. Et ils sont basés où alors ? Alors ils sont basés, alors c'est toute la difficulté, c'est qu'aujourd'hui ils sont basés, ils sont un peu éparpillés sur le territoire. Ils ont des systèmes de stand-by, nous on va les héberger en fait pendant un temps. Donc par exemple ils sont stand-by pendant 5 jours, enfin en gros c'est la durée de leur engagement. Pendant 5 jours on va les héberger, alors on loue un logement à Dijon, on les héberge à Dijon. Ils s'hébergent eux-mêmes pour ceux qui avaient déjà des logements quand on les a embauchés initialement. Sinon, ils s'hébergent eux-mêmes donc à proximité d'Avignon et à Paris. Donc après c'est un peu le jeu des chaises musicales. C'est, globalement, dès qu'il y a quelqu'un qui sort, qui passe en off, parce qu'il a soit emplafonné ses temps de service, soit en fin de roster, en fait, il y a un système de roulement avec les autres pilotes, de façon à ce que chaque avion soit couvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc là, dans l'hypothèse où en juillet, on rentre un nouvel avion, c'est une hypothèse. Tu envisages déjà un recrutement de pilote ? Alors là, le pilote est déjà... Tiens, regarde, Femme Morlon, vous prévoyez de recruter, mon CV est prêt. Non, mais bien sûr. Alors en fait, pour cet avion-là, on va dire qu'il est livré avec pilote. Donc on ne va pas recruter spécifiquement pour cet avion. Mais là, tu dis que c'est un avion de pilote, de propriétaire ? Pas vraiment de propriétaire. En fait, c'est un avion qui est exploité aujourd'hui en GIE, qui a déjà un pilote. Et donc il a déjà son marché, lui, il a déjà une clientèle. Il a déjà son marché, mais la difficulté, c'est toujours de vendre. C'est que demain, un opérateur GIE, donc NCO, enfin en nom commercial, avec aéronef non complexe, s'il veut vendre sa prestation, il est obligé de passer par un processus d'adhésion du membre. C'est un processus qui est extrêmement long, qui est un peu long, complexe. Donc là, ça veut dire que tu le sors du GIE ? Officiellement, il est dans ma liste de flotte. Il reste attaché au GIE pour partie. Et en fait, il y a un système de... En gros, on se repasse la responsabilité. C'est-à-dire que quand ils volent avec nous, on a un système qui permet de dire là, c'est la responsabilité de révolutionnaire. On repasse dans un autre système, ça redevient la responsabilité du GIE, ainsi de suite. Donc là, je dirais que puis cette formule-là est pas mal parce qu'elle permet en fait à un opérateur NCO de commercialiser des vols dans un cadre commercial. Évidemment, qui va être extrêmement bien défini puisque c'est le cadre de révolutionnaire qui s'applique. Donc là, pour cet avion-là, pour ce 4e avion, tu as déjà le pilote. Exactement. Par contre, je vais avoir besoin de pilote pour la suite. C'est très simple aujourd'hui. Donc on est à 3, bientôt 4. Objectif, donc à part le cas spécifique du GIO, c'est des pilotes professionnels expérimentés. Sinon, c'est souvent des privés. Donc ça veut dire que là, on est obligé de positionner nous un de nos pilotes de chez Révolutionnaire. Donc aujourd'hui, c'est simple, ça fait 1,25 pilotes par avion. Enfin, c'est ce qu'il faut pour que ça fonctionne de façon nominale. 1,25 pilotes par avion sur ce qui reste en dispo. Donc on va dire, là j'ai 4 avions, donc sur 11 avions. 11 fois 1,25, voilà. Ça va être 13-14 pilotes. 14, voilà. Et je pense que là on sera suffisamment dimensionné. Étalé dans le temps. Étalé dans le temps, mais sur un temps finalement relativement court. Parce que nous, en fait, l'idée c'est qu'une fois qu'on a des fonds, ou une fois qu'on a au moins une méthodologie, si on n'a pas de fonds, pour croître de façon significative, il faut que les pilotes, faut que ce soit condensé. Pourquoi ? Parce qu'une formation de pilote, c'est relativement long. Si ça monopolise du personnel. Donc une formation sur le système de gestion, c'est une demi-journée, typiquement pour mon responsable conformité sécurité. Il n'a pas que ça à faire de faire 14 fois une demi-journée. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on groupe les gens. Donc je pense qu'on va former les pilotes. Tous d'un coup. Voilà. Alors, quel est le profil des pilotes que tu recherches ? Profil pilote simple, globalement. Alors, il y a 2 profils. Le premier profil, c'est le pilote qui va être intégré directement en compagnie aérienne comme pilote commandant de bord. Donc là, c'est CPL IRME à jour, une classe 1, avec, on va dire... La classe 1, c'est la visite médicale. La visite médicale, tout à fait. Avec, alors, à minima 700 heures de vol, total sur avion, et pas de simu. Donc 700 heures sur avion, 400 heures de commandant de bord, 100 heures d'IFR, 50 heures de multi-engine piston, de MEP, et 10 heures d'IFR sur MEP. C'est en gros les critères qu'il faut respecter. MEP, donc c'est le bimoteur. C'est le bimoteur piston.
En fait, c'est les critères de l'Euro FCA 250 et Euro FC. Je pourrais envoyer les... Non, mais parce que c'est toujours intéressant de savoir, en fait, d'avoir la structure juridique de ce qui est demandé. La référence, par contre, on a l'autre voie qui est assez intéressante aussi, qui est... Alors, on a un service opération. Le service opération, nous, ce qu'on aime bien faire, et c'est, en tout cas, on s'y astreint depuis le début, c'est de recruter des jeunes pilotes qui n'ont pas atteint les minima, qui bossent comme agents d'opération chez nous. Donc ça leur permet déjà de s'approprier les méthodes, la méthodologie, les process d'une compagnie aérienne, de comprendre aussi les difficultés qu'on rencontre aux ops, parce que ça évite de faire des pilotes qui seraient peut-être un peu trop divas en disant ouais mais ça c'est pas dans le plan de vol. Non, parce qu'ils y sont passés avant, ils savent la difficulté qu'on a des fois à obtenir des informations sur certains aéroports. Mais donc du coup qui vont faire tous les vols non commerciaux, donc ça veut dire tous les vols de mise en place, les vols intra-groupe, les vols, enfin voilà, tous les vols on va dire non commercialisés à l'extérieur. Donc ils vont prendre des heures de vol, c'est un mûrissement en fait. Une fois que ce mûrissement est fait, après on les passe en pilotes commerciaux. Donc ça c'est ce qu'on a déjà fait pour 2 pilotes qui sont déjà chez nous. Sur combien de temps ça ? Sur combien de temps ? Alors on en a un, alors ça dépend en fait de l'expérience avec laquelle il rentre. On a une pilote, Marie, qui est rentrée chez nous juste après son CPL dans les 200 ou 220, 230 heures, à qui on a donné pas mal de liberté pour qu'elle puisse faire de la formation, de l'instruction d'un côté, donc elle avait un planning plutôt très souple. À côté de ça, elle donnait beaucoup sur le reste du temps. En moins de 2 ans, elle est devenue, donc elle est passée de 200 à 700, elle a fait ses 500 heures en fait, en moins de 2 ans, elle est aujourd'hui pilote commercial chez nous. Et d'ailleurs, c'est elle qui a fait le convoyage d'un de nos avions depuis le Canada vers la France, donc en faisant toute la... Et vous mettez des safety pilots parfois ou pas ? Enfin, alors, en place droite Oui, on le fait à la demande. On met des safety pilots. À la demande de qui ? À la demande du client. D'accord. Après, ça présente pas trop d'intérêt. Enfin, je dirais que le statut du safety pilot, bon. Après, ça peut former un peu à former en relation. Ouais, alors c'est vrai, oui. En termes d'expérience, par contre, ça on le fait. Oui, mettre des pilotes non expérimentés en place droite, juste pour observer, mais ça présente pas énormément d'intérêt parce que déjà ça bouffe de la charge offerte et ça nous supprime en plus une capacité aux opérations. Donc quel âge ont tes pilotes ? Alors les pilotes, alors nous il y a pas de juste milieu, il y a 2 catégories de pilotes. Il y a les pilotes on va dire un peu expérimentés qui sortent de l'armée, 45 ans, 45-50 ans. Donc ça, c'est les pilotes qui ont un gros background sur tout ce qui va être transport. Alors on a même eu du pilote de chasse, mais c'est plutôt pilotes transporteurs commerciaux sur C-130, des choses comme ça. Donc ça, c'est la première catégorie de pilotes. Et après, on a des pilotes beaucoup plus jeunes, qui ont moins de 30 ans, et qui finalement sont intégrés, on va dire, plutôt sur le long terme. Donc ils passent généralement par la branche opération. Et après, aujourd'hui, sont pilotes commerciaux chez nous. Donc on a vraiment, mais on n'a pas de pilote au milieu, parce que je pense que les pilotes, et ils ont raison, veulent généralement se déplacer sur des machines plus rapides, plus grosses, plus lourdes. Ça fait sens. Donc, personne à 40 ans va quitter un poste sur Falcon 7X pour aller sur des A62. Donc, par contre, là où on peut accrocher, nous, c'est dire à des jeunes pilotes, tentez l'aventure, on vous forme. Vous nous devez un peu de travail quand même, parce qu'il y a un coût à cette formation. Mais ils sont libres après de tout engagement. Mais vous nous devez, aujourd'hui, ça ne peut être qu'un accord moral. C'est un engagement moral, parce que toutes les tentatives d'amortissement de qualif, par exemple, dans les compagnies, ça a été balayé. Exactement. Ça existait avant, et puis ça a été balayé. Exactement. C'est un engagement qui est purement moral, c'est de dire, nous, le coût de cette formation, c'est ça. Donc, ça serait sympa de nous, une fois que tu es qualifié comme pilote commercial, de nous garantir au moins 1 an d'exploitation avec nous. En fait, ce qu'on veut, c'est au moins passer une saison estivale, qui est la saison finalement où on équilibre un peu les comptes. Donc c'est voilà, donc pour nous, l'objectif est là de maintenir les pilotes un petit peu, puis après ils partent vers d'autres horizons et c'est parfait. Parce que effectivement, vous êtes, quand je dis vous, c'est le type d'entreprise, de compagnie d'aviation d'affaires. Vous êtes vraiment, pour beaucoup de pilotes, le premier emploi, la première marche dans le métier de pilote professionnel. Donc ça veut dire que tu ne peux pas espérer les garder très très longtemps. Alors exactement, je ne peux pas espérer les garder très longtemps. En fait, c'est même plus complexe que ça. C'est qu'aujourd'hui, il faut moins d'heures pour être copie sur Falcon que pour être commandant de bord sur des A62. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui sort d'école et qui a 300 heures de vol peut très bien postuler dans une boîte qui fait... se retrouver copilote dans une boîte qui fait de l'aviation d'affaires.
Par contre, pour être commandant de bord chez nous, sachant qu'il n'y a pas de poste de copilote, il lui faut minimum 700 heures. Et à 700 heures, généralement, les pilotes font autre chose. Donc on est dans une espèce de truc un peu complexe. Après, c'est une très bonne école parce que tu vas rencontrer les clients, donc tu vas aussi te former sur l'aspect relation avec la clientèle. Ça demande de la maturité. Ah oui, non. Après, en termes d'expérience, je dirais que c'est incomparable parce qu'on a des pilotes qui sont livrés à eux-mêmes. Quand ils sont tankés au fin fond de l'Italie et qu'il faut se débrouiller, il faut se débrouiller, quoi. Donc finalement, en termes de maturité, en effet, ils font un bond en avant incroyable. Et comme tu le dis à juste titre, ils sont en direct avec des personnes parfois connues, des célébrités. Et donc du coup, ça permet de gérer cette relation client. Ce qui est moins fait généralement quand il y a un copie et un commandant de bord. Généralement, le copie, lui, appuie sur des boutons pendant que c'est le commandant de bord qui sert des mains. Et c'est assez souvent comme ça que ça se passe. Et tu vas sur des petits terrains en plus. Et on va sur des petits terrains. D'ailleurs, c'est vrai que c'est l'énorme avantage de Move, parce que les gens connaissent beaucoup de gros terrains un peu partout. Et la force de Move aussi, c'est de taper finalement une adresse de destination, mais une vraie adresse, comme si je mettais l'adresse d'ici. Et ça, c'est l'outil qui va sélectionner l'aérodrome approprié le plus proche. Ça, c'est une vraie force. En fonction des performances de l'avion et de l'aéroport. Ça intègre ça aussi. En fait, le but, c'est de dire chaque avion est différent. En fait, c'est la beauté de l'aviation d'affaires. À l'inverse de l'aviation commerciale où il n'y a que du 320 et du 737. Nous, pour chaque type de besoin, il y a une réponse appropriée. Ça peut être du 7X ou ça peut être un DA62. Nous, on a construit notre outil pour être utilisé, pour mettre à bord directement l'utilisateur final. Donc vous entrez juste 2 adresses et si vous voulez aller à Saint-Tropez, il n'y a que du DA62 ou du PC12 qui peut poser. Et donc on affiche le temps de déplacement porte à porte. Et si vous voulez un avion plus grand, il faudra aller à Cannes ou à Nice. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on intègre et qu'on valorise. Et donc de facto, on met en avant parfois des avions qui sont pas forcément, qui n'ont pas été envisagés par le client. Et ça, on pense que c'est vraiment la force de l'outil. Je reviens sur les pilotes. Donc 5 pilotes. Est-ce que tu as un chef pilote ? On n'a pas de chef pilote, on a un responsable formation, un responsable désigné de la formation des équipages. En fait, les structures de compagnie sont plus ou moins tout le temps les mêmes, que ce soit d'Air France jusqu'à Révolutionnaire, globalement. C'est toujours une structure plutôt pyramidale, voire un peu verticale. Ça dépend comment on interprète les textes, mais globalement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a le grand chef qui a la main sur tout, puis après, il y a tout un tas de responsables désignés. Alors, ils sont au nombre de 5. Et chacun a un domaine de compétence et surtout un domaine de responsabilité qui est parfaitement défini par le règlement européen. Et donc, du coup, alors le chef pilote, c'est peut-être plus quelque chose, une notion qu'on va retrouver dans un GIE ou dans un aéroclub. Nous, au sens d'une compagnie aérienne, on ne l'a pas vu, mais par contre, le responsable désigné de la formation des équipages endosse ce rôle-là, c'est-à-dire qu'il accompagne les pilotes, il les conseille. Il est lui-même pilote ? Il est lui-même pilote et il est pilote instructeur d'ailleurs. C'est le seul qui est IRI, SF. Donc ça peut être le référent aussi pour les pilotes. Alors c'est le référent, c'est en cas de doute, on l'appelle pour savoir si on doute sur ses capacités, si on doute sur... on a besoin d'une formation complémentaire. En fait, c'est un peu le maître des horloges sur tout l'aspect formation et suivi, accompagnement du pilote. Parce que pour les recrutements, qui est-ce qui fait les sélections ? Alors la sélection est faite toujours par la même personne. Donc c'est-à-dire, alors là il y a deux personnes. Il y a le responsable opération en vol et le responsable formation des équipages qui conjointement font passer un test. Alors nous c'est une évaluation très simple. On fournit une partie de notre documentation ancienne et on fait un test, je dirais. Mais c'est juste, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de piège. L'idée c'est de savoir si les gens savent rechercher une information. Donc globalement c'est ça, sachant qu'il y a un petit cours avant, donc il n'y a rien de très complexe. Après c'est une évaluation sur simulateur, où là l'idée c'est de voir si les pilotes survivent et combien de temps. Parce que de toute façon cracher un avion en simu c'est très simple. Donc globalement c'est de voir jusqu'où ils sont prêts à aller. Donc en fait donc on va tester des procédures on va dire classiques, sur des procédures IFR, des procédures de panne basiques, puis après on va mettre le candidat en difficulté. Et là, c'est plus ce qu'ils appellent les soft skills qui vont ressortir, moins la partie maniage, couple. Non. Après, c'est comment on gère en fait tout ça en cabine. Après, c'est l'évaluation. Je ne vais pas donner tous les secrets de notre RDFE, sinon il va me flinguer. Mais non, mais voilà, en gros, les évaluations sont faites comme ça et ça va très vite. Une évaluation pilote, chez nous, c'est une journée. Une journée, on sait.
Vous allez ouvrir des recrutements. On va ouvrir des recrutements et ce sera vraisemblablement disponible soit sur les réseaux sociaux, soit... quand on ouvre, généralement, on le met sur les plateformes d'embauche classiques. Je ne vais pas faire de pub, mais... D'accord. Et les réseaux sociaux professionnels. Merci à nos deux invités. Bon retour, l'un dans le nord, l'autre dans le sud. Exactement. Merci à tous en tout cas. Allez, merci. Ciao. Bye.